Salut les hunters, je vous propose dans cette vidéo une interview exclusive d'Alexandre Laurent, réalisateur, et de Benjamin Dupont-Jubien, l'un des producteurs de la série live Cat Size. Durant cette interview, je suis de nouveau accompagné de Yota du podcast animé No Melody que vous avez découvert durant les reviews des épisodes de la série Cat Size, toujours disponible sur la chaîne. Avant de vous présenter l'interview, je tiens à apporter quelques précisions. Celle-ci est divisée en 6 parties et cette vidéo sera chapitrée pour vous permettre d'accéder directement aux questions qui vous intéressent. Cependant, je vous encourage vivement à la regarder dans son intégralité. Nous avons fait de notre mieux pour poser un maximum de questions et aborder un large éventail de thématiques. Cependant, certains sujets n'ont pas pu être approfondis, voire ont simplement été effleurés. Afin que cette interview ne soit pas trop longue, nous avons toutefois veillé à aller à l'essentiel et j'espère que le résultat vous plaira. D'avance, merci de regarder cette vidéo, laissez un commentaire pour partager votre avis sur cette interview, un pouce en l'air serait mocoriquement apprécié. Pour booster la visibilité de la chaîne, partagez un maximum cette vidéo. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer sur City Hunter et Tsukasa Hojo. Voici donc, sans plus attendre, l'interview d'Alexandre Laurent et de Benjamin Dupont-Jubien. Bonne vidéo, les Hunters. Eh bien, on va commencer avec déjà nos invités, qui sont Alexandre Laurent et Benjamin Dupont-Jubien, qui est donc l'un le réalisateur, l'autre l'un des producteurs, parce qu'ils sont deux, normalement. Tout à fait. Voilà. Mon associé Mehdi Sabar, qui n'est pas là ce soir, voilà. Qui est évidemment un des grands artisans de cette série. Et donc, je vais vous laisser vous présenter. Brièvement, Benjamin Dupont-Jubien, je suis producteur depuis 10 ans au sein de Big Band Story, qui est une société que j'ai fondée avec mon associé Mehdi Sabar. Et ça fait 20 ans que je produis des séries télé, des téléfilms divers et variés pour toutes les chaînes. En bref. Et Alexandre. Vraiment, je suis donc Alexandre Laurent, réalisateur depuis une petite quinzaine d'années. Pour la petite histoire, j'ai réalisé mon premier film grâce à Benjamin, qui m'a connu quand j'étais premier assistant et qui m'a dit « Toi, mon petit gars, faut que tu sois réalisateur. » Je dis « Bon non, c'est pas mon truc. » Voilà, depuis, j'ai fait quelques petits trucs, dont des séries comme Le Secret d'Élise, Le Bazar de la Charité, Les Combattantes et dernièrement Cat Size. Eh bien, voilà. On a les présentations de nos invités et on va pouvoir aborder la première question qui concerne l'adaptation de Cat Size. C'est déjà, aviez-vous envisagé d'adapter le manga sous forme de film ou aviez-vous choisi dès le départ d'en faire une série télévisée? Série. Direct. Dès le départ. Dès le départ. Ouais. Okay. Non, dès le départ, c'était une série, c'était un projet qu'on a mûri pendant longtemps. C'est un vieux rêve qu'on avait avec Michel Katz, qui est l'auteur de départ de la série, qui en fait c'est quelqu'un avec qui j'ai échangé beaucoup. On est des fans de manga tous les deux et on s'était toujours posé mille et une questions sur le manga, parce que comme vous savez, le manga démarre, sont déjà les Cat Size et exactement, tout, oui. Depuis qu'on est enfant, on se disait toujours mais attends, avant qu'elles deviennent Cat Size, mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Donc on se racontait plein de trucs entre nous, puis un jour on s'est dit en fait il faudrait peut-être qu'on l'adapte, il faudrait peut-être proposer de l'adapter. Et on a démarré cette aventure en se disant ça, et puis en contactant les Japonais, en contactant Koamix, en contactant Monsieur Tsukasa Hojo, et puis en lui proposant une adaptation live action en série du manga. Voilà. D'ailleurs, à propos des droits, comment ça s'est déroulé? Depuis combien de temps vous les aviez acquis en fait? Alors ça a été très long. Ça a été très long. Il y a eu 50 discussions. Avec les Japonais, c'est avec Tsukasa Hojo et ses équipes chez Koamix, qui sont des gens très professionnels, très carrés, très respectueux, mais aussi qui savent ce qu'ils veulent et qui savent ce qu'ils veulent pas. Donc, contrairement à ce que certains fans pensent, on n'a pas fait n'importe quoi et on n'était pas tout seul à vouloir les droits du manga. Il y a eu à un moment donné une grosse envie d'adapter ce manga de par le monde, parce qu'il y a eu des programmes. Ouais, parce qu'il y a eu le succès de Lupin qui cartonnait dans le monde, et il y a des gens qui se sont dit tiens, qu'est-ce qu'il y a comme histoire de voleurs sur le marché? Donc évidemment, il y a les Américains, il y a d'autres pays en Europe qui s'y sont intéressés. Comme vous le savez, Cat Size, ça aussi été énorme en Italie. Oui. Les Italiens s'y sont intéressés de très près. Donc en fait, Tsukasa Hojo a reçu beaucoup d'offres différentes. Et la première chose qu'on vous demande au Japon quand vous voulez adapter une œuvre, c'est avant de parler d'argent ou quoi que ce soit, c'est pourquoi pas, si les droits sont libres, mais vous voulez faire quoi exactement? C'est quoi votre vision? Et si la vision plaît pas au créateur, c'est ciao. Et si la vision plaît au créateur, c'est des discussions qui vont durer longtemps. Voilà, un peu comme pour Philippe Lachaud avec Nicky Larson, c'était un peu la même chose. Il avait apporté... si ce n'est qu'il a tout de suite travaillé avec... c'est Sony qui produisait de mémoire, et je pense que Sony a beaucoup facilité la communication et la confiance, parce que
Au Japon, un des grands enjeux, c'est la confiance, ce qui est tout à fait légitime parce qu'on est loin et on est dans des cultures différentes. Et donc, il faut que vos interlocuteurs vous fassent confiance. Et je pense quand Sony derrière a backé le projet, c'était peut-être plus. Enfin, après, je dis ça, je connais pas l'origine du truc, mais je sais que comme ils avaient Sony dans la boucle, j'imaginais que c'était peut-être ça a facilité les choses là où nous on était vraiment voilà, puis on était une jeune société indépendante, on venait de se créer. Quand on a démarré les discussions, c'était Big Band avait 4-5 ans, on avait un track record qui n'était pas encore énorme, même si on avait produit beaucoup de choses par ailleurs quand on était chez Rotacorp. Donc du coup, il y avait quand même de la part des Japonais aussi cette question-là sur qui on était, sur est-ce qu'on pouvait nous faire confiance. Et puis on a été passé sur le grill, je ne sais pas combien de fois, pour parler de l'histoire, de nos choix, de ce qu'on allait faire et pourquoi, et ce choix-là, etc. Il y a eu beaucoup de modifications du coup sur ce que vous aviez prévu au départ. Non, mais il y a eu des choses auxquelles Tsukasa Ojo s'est opposé et sur lesquelles il avait 1000 fois raison d'ailleurs. On a anecdote comme ça. Par exemple, il y a un moment donné, les filles avaient volé un truc pour un de leurs casques qui avait rien à voir avec le casque et ils voulaient pas, en disant à juste titre attention, les Katsai c'est pas des voleuses, c'est des voleuses qui poursuivent un but, donc en fait elles sont c'est pas des voleuses, c'est des gens comme vous et moi qui juste cherchent à retrouver leur père, et pour ça elles volent des tableaux qui, en l'occurrence, elles ont raison de le faire parce que c'est des tableaux qui ont été acquis de manière criminelle. Donc il était sensible à ça, il était sensible aussi à la violence, il était sensible, c'est-à-dire que les méchants soient très violents, c'est pas gênant, mais les Katsai, elles peuvent pas utiliser l'arme à feu, elles peuvent pas utiliser des choses qui seraient criminelles entre guillemets. Et puis il voulait aussi, il y a des moments avec les œuvres d'art, elle faisait un truc avec je sais plus quel tableau à un moment donné, et en fait on maltraitait un peu l'œuvre d'art, je sais plus où, alors, limite on cassait l'œuvre d'art, et il nous avait dit non mais les Katsai, il y a un truc, c'est qu'elles sont ultra respectueuses des œuvres d'art, de par leur histoire et de par le lien avec leur parole. C'est des petites choses comme ça qu'il a voulu préciser. Après sur les grandes lignes de l'histoire, il était à fond avec nous, il adorait cette idée de préquel, il adorait les lignes directrices de l'histoire. Donc sur les sujets de fond, ça n'a jamais été un problème. Après, c'était sur ces petites choses-là qu'on a eu 1000 comme ça, les petites discussions qu'il a fallu régler. Alors, autre question, est-ce que le fait d'avoir... le Nicky Larson qui a été fait par Philippe Lachaud a facilité qui vous cède les droits, en fait? Parce que ça s'est fait dans cette période-là, à peu près. Alors non, enfin oui et non, c'est-à-dire que c'est complètement indépendant. D'accord. Ça a été complètement indépendant. Chaque projet est différent. Nicky Larson, c'était un projet de cinéma, dans un esprit, en plus de ça, de cinéma, très comédie. Voilà. Oui, hommage au Club Dorothée, dans son de base. Ouais, qui était un mix Club Dorothée, qui avait des codes en plus complètement comédie un peu fofolle, moi je me fait beaucoup rire, avec un délire, à la Lachaud, et puis surtout avec des codes où nous, dès le départ, on avait annoncé la couleur, c'est-à-dire qu'on avait dit ce qu'on voulait pas faire et on voulait pas faire ça. Parce que après, c'est des choix on aurait pu faire un cat size avec des filles en collant qui font des bonds de cabri de 4 mètres de haut, qui font des deltaplanes qui apparaissent dans le dos quand elles ont envie. Comme certains fans attendaient, qui courent en talons hauts. Nous, on s'est très vite dit, on va être dans les plus beaux musées parisiens. Si on fait ça, déjà, on va avoir du mal à convaincre des gens de nous suivre, ça va être très compliqué, puis ça va pas matcher avec ce qu'on est en train de faire. On peut pas à la fois être dans de l'historique très ancien, très beau, et qui a plein d'histoires, et puis en même temps faire n'importe quoi. Et donc on s'est dès le départ avec Tsukasa Ojo et les équipes de Koanix, dès le départ, on s'est imposé des règles qui étaient les lois de la gravité s'appliquent à nos personnages. Donc quand elles tombent, elles se font mal. Quand elles se blessent. Quand elles prennent une tarte, ça fait mal. Qui fait que du coup on va avoir mal pour elles, et que quand elles vont réussir quelque chose, on va être content pour elles parce qu'elles auront réussi quelque chose. Évidemment, elles auront des capacités au-delà du commun des mortels parce qu'elles sont entraînées, parce qu'elles sont les cat size, mais on voulait trouver notre ton de comédie à nous en étant quand même très ancré et trouver une forme de réalisme, en tout cas d'ancrage, qui permet sur une série de durer, parce que la comédie c'est très marrant, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1h30. Évidemment, ça s'essouffle et vous tenez pas 8 heures de programme si vous n'avez pas des enjeux, des personnages auxquels vous vous attachez, et donc des vraies émotions, et donc des vrais liens, des vraies engueulades, des vraies réconciliations, des vraies larmes et des choses comme ça.
ce qui est quelque chose d'ailleurs auquel c'est une des raisons pour lesquelles aussi on a été chercher Alexandre, qui est quelqu'un qui pour moi est un réalisateur de l'émotion dans tout ce qu'il a fait par ailleurs au fil de sa carrière. Je le connais bien depuis très longtemps et je suis son travail depuis très longtemps, et dans des préoccupations premières, quand vous voyez Alexandre tourner, il a son combo, il regarde le truc, et s'il n'y a pas une vraie émotion qui transparaît, qui apparaît entre les deux personnages qui vont jouer, les deux comédiens, on va la repère parce que ça marche pas. Donc en fait, cette recherche d'avoir un truc vrai émotionnellement, ça faisait partie aussi du cahier des charges. Donc ça pour dire que l'ADN du film de la show, que par ailleurs, moi en tant que public, j'adore, c'était pas du tout ce qu'on voulait faire. D'accord, oui. C'est pas parce que j'aimais pas, c'est juste qu'on voulait faire autre chose. Mais oui. Et c'est, je pense, un des trucs qui a plu à Tsukasa Ojo aussi. En se disant, tiens, cette vision un peu réaliste, un peu machin, Mais la série n'est pas comique non plus en réalité. C'est pas. Non, il y a un peu d'humour, mais c'est pas. Non, mais il y a un ton. Feel good. On a poussé des curseurs. Feel good, déjà, c'est un peu feel good. Et puis on a poussé des curseurs des fois dans l'outrance. Qui ont fait rire certains, d'autres on trouvait ça peut-être un peu too much, mais on a essayé de partir dans des délires qui fait qu'on s'inscrit un peu plus dans la comédie un peu anglo-saxonne. Voilà. Alors, autre question concernant l'adaptation. Dans nos reviews, nous avions souvent décrit cette adaptation comme une version alternative des Sœurs Kisugi avec des héroïnes françaises inspirées de leur homologue japonaise. Est-ce que cette vision correspond à l'intention que vous aviez en tant que réalisateur et producteur, ou on se trompe complètement? Non, tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc c'est des cat size françaises, comme je l'ai souvent dit dans les reviews. Ouais, tout à fait, et c'est une des meilleures questions qu'on a eu à un moment donné à Japan Expo, quand on a présenté quelques images à Japan Expo. Au tout début, on a présenté un trailer. Et il y a une dame du public qui avait approché Alexandre et qui lui avait dit mais je comprends pas pourquoi vous avez pas pris des comédiennes japonaises. Et bon, la question m'a beaucoup surpris moi personnellement. Mais parce qu'on fait des 4-16 à Paris, quoi, donc on va prendre des françaises. Donc c'est vrai on est d'accord. Mais je peux comprendre que des gens qui disent les 4-16 sont forcément japonaises, bah nous non, c'était notre vision des 4-16 en France, avec des françaises. Et on rappelle que les cats, elles ne sont pas japonaises entièrement. Non. Elles sont métisses. Elles sont métisses, effectivement. Oui. Donc, et puis après, moi, pour l'anecdote, je vais vous raconter ce truc-là, mais c'est vrai que moi, quand j'étais petit, je grandissais devant la télé, j'habitais en banlieue à l'époque. Je ne venais jamais à Paris, je ne connaissais pas Paris. Je voyais Paris de loin à travers la petite lucarne, comme on dit. Et je rêvais de Paris. Et pour moi, la tour Eiffel rouge qu'on voyait dans les 4-16, c'était la tour Eiffel. Donc pour moi, 4-16, ça se passait à Paris. Donc en fait, dans mon inconscient, j'ai toujours projeté les 4-16 à Paris et j'imaginais Paris comme vous voyez dans le dessin. Et dans Lucie, l'amour et Conroll, ils disent bien, c'est la tour Eiffel, on est à Paris. Tout à fait. C'est vrai, effectivement. Quelque chose à ajouter, Alexandre, à propos de notre vision qu'on avait, où tu rejoins un peu. Elle est juste, c'est une série qui se passe en France avec des femmes d'aujourd'hui, en 2025. Donc complètement adaptée à notre époque. Et qui débute. Qui débute, effectivement. C'est pas à part Tam qui a plus l'habitude de faire de la grimpette. Oui, et Alex aussi qui fait un peu du... Voilà. Ce qu'on a fait, c'est que Tam et elle partie pendant 5 ans à développer certains talents en Amérique du Sud. L'idée de Michel, l'auteur, était de filier le parcours à Alex pour qu'on puisse justifier en fait que quand même dès les origines, dès ce préquel, en fait, elles aient des aptitudes physiques qui leur permettent assez rapidement d'aller crapahuter sur des toits, escalader une tour Eiffel et se tirer de situations un petit peu complexes. Et on va passer à la seconde partie qui parle choix artistique et technique. Et on passe à la partie 2 de cette interview avec les choix artistiques et techniques. Et donc une question pour Alexandre Laurent. Quels ont été les principaux défis logistiques et techniques lors du tournage dans des monuments historiques parisiens et comment avez-vous réussi à surmonter ces contraintes tout en respectant le budget pour assurer une production de haute qualité? Alors, logistique, il fallait déjà contacter et se faire accepter par tous ces monuments qui n'acceptent pas tout le monde. Fallait trouver un budget assez conséquent, ça c'est plus un problème de production pour pouvoir se payer ces monuments parce qu'ils sont plus chers que la piscine de Vitry. Oui. et ensuite, ça a été beaucoup de visites, beaucoup de rencontres pour connaître les lieux et pour gagner la confiance des gens qui accueillaient les tournages, les responsables de ces lieux qui accueillaient les tournages. Au début, on n'a pas le droit de faire grand-chose. Quand on arrive, ils nous expliquent leurs règles. Je pense au Louvre, par exemple, c'est très cadré. Tous les chemins qu'on a faits, les portes par lesquelles elles rentrent et celles par lesquelles elles sortent. À la base, on n'avait pas le droit de montrer une porte qui puisse les faire ressortir du Louvre. D'accord.
il fallait qu'on ellipse pour ne pas donner des idées, des gens. Ouais. Ah oui, ok. Et petit à petit, donc on s'est inventé un trajet, c'est-à-dire que quand on passe d'une pièce à l'autre, en fait, c'est pas les vrais chemins. En fait, ils veulent pas qu'on puisse se projeter dans. D'accord. C'est ultra important. Quand je parle de rapport de confiance, au bout de 10 visites, la personne qui se nous là-bas nous dit, mais en fait, allez, vous pouvez ouvrir la porte qui donne sur la pyramide. De toute façon, elle existe, tout le monde la voit. Et voilà, ça a été des petits cadeaux comme ça au fur et à mesure, parce qu'on jouait le jeu, ils ont vu qu'on respectait. Et en vrai, dans tous ces lieux, on est toujours tombé sur un vrai fan de Cat Size, c'était le cas au Louvre, qui avait envie de la série voir se faire et se faire bien en fait. Après, je dirais que le plus gros défi technique, ça a été à la Tour Eiffel. Ouais, c'est ce que j'avais abordé, oui, la Tour Eiffel. Le Louvre, Versailles, on reste au sol, c'est Mhm. beau, faut faire attention, il y a des règles de sécurité, il y a des protocoles, mais ça reste classique en termes d'approche et de tournage. Mais En tout revanche, était fait sur la Tour Eiffel. Comment Tout a été fait sur la Tour Eiffel. C'est-à-dire quand on grimpe sur les Il y a pas de tourelles, fond vert, enfin, il y a pas de fond vert, c'est que. 90%, D'accord. Tout est fait sur la Tour Eiffel, il y a juste les plans rapprochés de Tam où elle glisse. Vous vous imaginez bien qu'elle était à 10 mètres de hauteur dans un studio et pas. Voilà. D'accord. Dire qu'elle était partante pour le faire, mais c'est les assurances. Ah oui. Je me rappelle, Ouais. j'étais au repérage, Benji était avec moi et je me penche comme ça et je fais oh putain la vache c'est haut. Ouais, je l'appelle. Oui Camille, ça va? Ouais, dis donc. Alors escalader la Tour Eiffel à main nue, ça te. Alors, elle m'a un peu insulté, mais elle m'a dit non mais ok, tu fais chier Alex, mais ok. Les assurances nous ont un petit peu contraints, mais c'est des vraies doublures. On a vraiment filmé avec une vraie cascadeuse. Il y a beaucoup de vrais en fait. D'accord. Je Bah, ça tenais à sent, avoir des vraies prises de vue. Ça sent, ça sent. Ouais. Voilà. Et là, c'est vrai que pour la Tour Eiffel, alors déjà, il faut connaître et dompter la bête. Oui. C'est-à-dire que quand on va la visiter une fois, généralement, alors les premières fois, on commence par le haut et on descend. Et ça prend quand même 1h30. Puis au bout d'un moment, je me dis, bon, allez, il faut le faire dans le sens de ton héroïne pour comprendre où, par où elle passe. Et en fait, avec la Tour Eiffel, on a dû expliquer, on a fait un storyboard, plan par plan, quel matériel on allait utiliser. Un boulon qui tourne de 200 mètres, ça tue quelqu'un, donc tout doit être ultra sécurisé. Rien n'a été fait au hasard. Voilà. On a adapté parce que, évidemment, il avait fait beau jusqu'à 3 jours avant la Tour Eiffel et l'automne-hiver est vraiment arrivé pile poil le jour où on commençait le tournage. On s'est retrouvé avec des vents à 80 km/h, de la pluie. C'était en fait une expérience assez galvanisante. C'est le genre de projet où toute l'équipe a envie de se donner à fond et de le voir marcher. Enfin, moi, je sais que je fais ce genre de. Je fais ce métier Hmm. pour avoir la chance de réaliser ce genre de film. Ah, ça s'est vu de toute façon avec les stories des différentes actrices. Hein. Moi, j'ai suivi énormément ce côté-là du tournage. Et je savais à quoi m'attendre de ce que j'aurais vu au final de la série. Donc, autre Et question. de faire froid. Et oui, et puis surtout, c'est qu'il y avait les JO qui arrivaient. Et donc, vous avez eu une contrainte, en fait, dans le temps, La en fait. vérité, c'est que le dernier jour de tournage, on doit se barrer à partir de 6h moins le quart jusqu'à 6h15. Ça dépendait. En fait, tous les jours, on était un petit peu comme des petits soldats. On arrivait, on mangeait entre 9h30 et 22h30. Et à partir de 22h30, selon l'affluence de la Tour Eiffel, on était susceptible de pouvoir monter. Donc moi, j'attendais plus que près en bas. Et c'est go, allez, on peut y aller. Donc on montait tous. Et on avait un temps contraint. C'était l'ouverture de la tour. Et les livraisons qui arrivaient par leurs ascenseurs réservés au personnel. Et selon l'heure d'arrivée de ce qui était acheminé, il fallait que nous on s'en aille pour qu'il n'y ait plus du tout de matériel dans les espaces. Ah, c'est compliqué. Et c'était très compliqué, la Tour le Eiffel. dernier jour, il fallait qu'on parte à 18h, parce qu'à 18h06, ils commençaient à installer les anneaux. D'accord, ok. Ah ouais. Et là, si on n'avait pas fini, on n'avait pas fini. Oh la vache. Mais le tournage, il Et a de, été. et de manière générale, les JO a été une énorme contrainte pour nous. Parce Oui. qu'en fait, en vrai, on avait prévu de tourner la série plutôt au printemps. C'est ce que de j'allais dire, en manière- fait. Vous avez avancé Et on le a dû tournage. avancer, Oui. on a avancé le tournage de quelques mois parce qu'il fallait, après avoir discuté avec le bureau du film, on a vu un peu les contraintes que nécessitaient les JO. J'avoue que c'était extrêmement contraignant cette histoire de JO. Et on s'est dit, il faut qu'on ait tout fini à Paris au mois de mars. Et après, on est parti dans le château d'Alembert et tout. C'est une des raisons pour lesquelles on est parti loin de Paris, parce qu'on pouvait pas faire le reste dans Paris. Il a fallu changer de lieu. Et ce truc-là a complexifié d'autant notre plan de travail et tout ce qu'on avait à faire dans Paris dans un temps record. Et dès qu'on a eu des galères, on pouvait malheureusement pas se dire tant pis, on viendra 3 semaines après, parce qu'on ne pouvait pas. C'est tout s'arrêté à partir du mois de mars.
Paris interdisait les tournages en interne dans la ville, il fallait fermer la ville, il fallait tout préparer, les tribunes, les machins, commencer, etc. Et Tom Cruise qui était pas heureux, quoi. Voilà, on était hyper lui, quand il vient, il a le droit à tout. Hein. Benji vient de dire un mot, il a dit temps record. C'est vrai que sur cette série, c'est la 3e grosse série que je fais avec des budgets plus importants que les autres. Mais en vrai, il faut savoir que quand on lit les textes, il faut le double, voire le triple, en fait. Enfin, j'exagère, c'est pas le triple du budget, mais en fait, c'est des séries qui ont un budget conséquent, mais ça veut pas dire pour autant que la série elle est confortable à faire. C'est une ambition qui est très haute et en fait, on passe notre temps à chercher des idées sur comment est-ce qu'on peut faire les choses plus simplement, plus rapidement. Voilà, on a eu une coupure à Noël lors du tournage de la première saison et Benji m'a offert un livre qui s'appelle La guerre des Lucas et qui raconte comment George Lucas a fait concession sur concession parce que c'est vrai, avec sa femme. Ça a fait 5 semaines, nous que 10 jours. Et dans les 3 semaines qui précédaient le début du tournage, il fallait qu'on fasse cet exercice. Et étant fan de Star Wars, Benjamin m'avait fait ce petit cadeau me disant mon pote, voilà ce qui t'attend à la rentrée. Il va falloir qu'on soit malin. Et c'est vrai que ce projet existe aussi au-delà du budget parce que c'est toute une équipe de passionnés qui fait en sorte que ça puisse se faire en fait. Bah, on rappelle, le budget c'est 25 millions normalement, c'est ça ? Ouais. C'est ça. C'est un peu plus de 3 millions par épisode. D'accord, ok. Le plus gros, c'était vraiment peut-être pour l'allocation des lieux, j'imagine, du coup. Alors, il y a l'allocation, en fait, c'est pas. Oui, c'est surtout ça, mais c'est surtout quand vous tournez au Louvre et que vous mettez des figurants dans le Louvre, vous devez payer toute une équipe de sécurité, en plus de la sécurité du Louvre, pour surveiller vous-même votre propre équipe. D'accord. Pour l'anecdote, on a dû virer 2 figurants qui se sont dit. Enfin, c'est pas moi qui les ai virés, je l'ai su en fin de journée. Il y en a 2 qui se sont dit trop chouette, on est au Louvre, allez, on va se balader. Personne va nous voir. Personne va nous voir au Louvre. Dans une salle nous-mêmes qu'on n'a pas pu voir, mais avec des capteurs. Évidemment, assez rapidement. Ils se sont fait toper direct. Ils se sont fait toper et. Ah bah. Mais non, mais surtout en termes de frais, ce qui coûte cher dans ces monuments, c'est évidemment la sécurité. Alors, c'est dans ce type de bâtiment, il y a la sécurité. Et dans tout ce qui va être bâtiment où on a fait des cascades, c'est toutes les installations de quand vous installez à la Tour Eiffel un déport avec une poutre qui sort, une poutre en bas et une cable cam qui doit être capable de longer la Tour Eiffel. C'est des installations qui coûtent des dizaines de milliers d'euros à chaque fois et tout ça fait fois. Plus, et j'imagine qu'il faut payer aussi des assurances aussi, non ? J'imagine en plus. Oui, évidemment, tout ça, tout est fois. Tout est tombé fois 3, en fait. Voilà, donc un tableau. Tout ce qui est le Louvre, ça rigole pas. La sécurité, on était très très contraints par justement les aspects de surveillance, qui est normal. On n'a que des tableaux qui valent des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Ça paraît idiot parce qu'on se dit qu'on tourne dedans et que ça paraît normal aux gens, mais en fait, ça n'est pas normal d'autoriser une équipe de tournage en pleine nuit dans un lieu comme ça où tout est fermé et on peut pas faire n'importe quoi et on n'est pas en open bar, donc c'est extrêmement surveillé. Dieu merci. Mais tout ça, on le paye. Donc ça, c'est pas forcément à l'image, c'est des choses qu'on paye. Et pareil, quand vous voyez une comédienne qui court, elle-même, elle est câblée, elle est sanglée, elle va galoper parce qu'elle est sécurisée. Mais derrière, le gars qui court avec la caméra, il est lui-même câblé, sanglé, protégé. Le gars qui tient le fil de la caméra, il est lui-même câblé, sanglé. Et vous faites comme ça la chaîne. Et vous savez quoi, après tout ça, les cascadeurs qui doivent sécuriser tout ça. Câblé, sanglé, puis après, il faut effacer ces câbles. Et oui, oui. Camilou a vraiment été un moment sur la Tour Eiffel. Donc elle était câblée, sanglée et... Est-ce que le réalisateur était aussi câblé, sanglé Non, j'ai été harnaché avec des baudriers plein de fois. Ouais. Quand on est sur les toits de la Monnaie de Paris pour le 2e épisode, on a fait installer des lignes de vie partout pour qu'on puisse monter, s'accrocher. Les tournages de nuit, c'est de la lumière, c'est une grosse équipe technique, ça va très vite les coups en fait. Et quand vous installez des lignes de vie sur des toits comme à la Monnaie de Paris, en fait, comme vous ne pouvez pas juste vous accrocher aux cheminées parce que c'est pas solide, vous faites monter des barres comme dans les concerts, des grandes barres de métal là que vous devez installer. Donc c'est des installs qui mettent 3 jours à se faire, comme si on faisait un concert de rock sur le toit. Il y en a de partout, elles sont solidaires les unes sur les autres et vous définissez un parcours qui permet aux acteurs et aux techniciens de courir. Donc tout ça a un coût en effet, parce qu'il faut le monter, il faut le démonter, il faut le redescendre. Vous montez pas juste 3 personnes avec une caméra pour dire vas-y on va faire une poursuite sur les toits, on va bien rigoler. Oui. Non mais des fois les gens se disent oui non mais je sais, je suis tout à fait d'accord. Je ne comprends pas. Il est à l'image quoi. Et je tiens à saluer les deux figurants qui ont été virés du tournage. J'aurais bien voulu être à votre place. Voilà. Autre question. Donc comment avez-vous conçu l'esthétique visuelle de la série ? Alors
Je l'ai pas fait tout seul, on a beaucoup Évidemment. échangé avec Benji. Les différentes lignes directrices, en fait, et principales, on voulait une série qui était feel good. Donc par rapport au Paris, on voulait un Paris un petit peu enchanté, on va dire, avec un ADN qui pouvait plaire dans le monde, sans toutefois être trop aseptisé. Moi, mes références, c'était le Paris d'Amélie Poulain, qui reste poétique, Montmartre, sans être ultra brillant comme celui de Emily in Paris, que je trouvais pour le coup moins poétique. L'esthétique de l'image du film, on a pas mal réfléchi en code couleur. C'est-à-dire qu'on a respecté les codes couleurs des combis des filles du manga qu'on a transposé à l'image. La Tour Eiffel, si vous regardez, le premier épisode, il est très dans les bleus et dans les jaunes. Oui, c'est vrai. Parce que Il est très beau. elle est bleue et jaune et que c'est l'épisode dans lequel on la présente. Même les costumes civils, Alex, sa combi est orange. On l'a habillé en orange aussi. Il y a pas mal d'orange dans ces costumes. On est parti de la Air Jordan 1, qui est une de mes baskets préférées. Voilà, Cilia, on a essayé aussi de répondre à ce qu'était le manga, respecter la couleur violette et plus femme. Ensuite, on avait beaucoup de nuit. C'était une volonté de garder de la nuit. C'était une volonté pour pas que Quentin, Tam se reconnaissent. Et on voulait garder cet ADN qui est chanté dans le générique. Et on voulait pas non plus toutefois que ce soit sombre. Du coup, on a mis pas mal de touches de couleur. D'accord. Les nuits sont très colorées. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la couleur. En tout cas, ouais, le premier épisode qui se déroule à la Tour Eiffel, franchement, j'ai bien aimé toute cette esthétique visuelle, tout ça, tout parfait. Nickel. Et on s'est aussi inspiré d'une... Pardon, vas-y. Alors, chacun votre tour. Pour l'anecdote sur la Tour Eiffel, les lumières de la Tour Eiffel, on n'allait pas rééclairer la Tour Eiffel. Et les lumières de la Tour Eiffel, qui ont cette espèce de couleur un peu jaune-orangé, étaient très contraignantes parce que c'est une espèce de lumière, je sais pas, au tungstène ou je sais pas quel est le terme exact. C'est une lumière très particulière qui fait que les premiers essais qu'on a fait avec les combinaisons qu'on avait au départ, en fait, à cette lumière-là, devenaient noires. N'apparaissait pas du tout. Donc il a fallu trouver dans les matières, des matières et des couleurs qui permettent de ressortir quand même un minimum la couleur dans cette lumière qui en fait écrase tout et transforme tout en noir. Donc c'est voilà, une sorte de petit défi qu'on a eu parce que de manière générale, on a voulu une série, une fois encore, ancrée, réaliste, en tout cas qui paraissent près de nous, proche de nous et comme on pourrait voir, et en même temps qui soit un peu pop, qui soit un peu coloré, qui soit un peu BD, qui soit un peu dont on sente aussi un peu l'ADN dans un monde qui n'est pas complètement nôtre puisque c'est inspiré d'une bande dessinée et que on avait envie de jouer avec ça, mais sans tomber dans le côté on parlait tout à l'heure de Nikki qui est l'extrême inverse du scope, qui est super mais qui est l'extrême inverse du scope où là on met les couleurs, les trucs à fond et c'est super mais c'est autre chose. On a voulu faire ça par petites touches. Et l'aspect BD, on l'a amené vraiment à travers les méchants. Je prends on peut le dire. Fontan, Melki, donc Prudence, Chassagne et d'Alembert, qui a été un vrai choix d'avoir un méchant ou en couleur dans un univers très, très marqué, très BD. Oui, mais très bon choix d'ailleurs. Très bon choix pour Guillaume de Tonkidek. Oui. Pour ce rôle, franchement, j'ai bien aimé. Il change bien de couleur, de cheveux, il me semble, quand il commence à peindre dans le patio là. Il se peint debout, avec ses jambes pas encore handicapées, parce qu'il est handicapé dedans. Enfin, il explique pourquoi dans l'histoire. Et du coup, je crois qu'on lui a mis un look un peu à la Warhol avec une perruque. Et... voilà. Mais on parlera de ce personnage parce qu'il est super intéressant. Il a mis chez les d'Alembert. D'accord. C'est vrai. Eh bien, on va passer à la partie 3 de cette interview. Et on passe tout de suite à la partie 3 de cette interview avec le casting et préparation des acteurs. Et là, je pense que chacun va pouvoir intervenir. Déjà, comment les actrices principales se sont-elles préparées pour incarner les sœurs Chamad, notamment en termes de formation physique et de cascade? Je sais déjà que Camilou, alias Tam Chamad, a fait de l'entraînement physique, ce qui n'a pas été le cas forcément de Constance Labbé et Claire Romain, je crois, si je me souviens bien. Alors, pas du tout. Voilà. Donc, fait une préparation différente. C'est qu'il y en a une qui a fait un peu plus d'escalade. Claire Romain, elle était allée rencontrer Lilou Ruel et j'ai oublié son nom, mais quelqu'un d'autre, champion de France et du monde, du Simon Noguera. Ah, ok.
Elle est allée les rencontrer pour apprendre les bases du parcours, comment se déplacer. Elles ont toutes les trois fait de l'escalade avec la team Coderlier. Sachant que Claire, en plus de ça, avait le vertige. Hein. Oui, effectivement. On le voit une vidéo. On voit une vidéo qui a été partagée par TF1 qui montre justement ce passage. C'était un vrai problème. Donc il a fallu qu'elle appréhende ça. Et les premiers grimpages sur des murs de chute escalade de base avec des câbles et des trucs, c'était déjà difficile, quoi. Donc il fallait vraiment la préparer à avoir de l'assurance. Mais en tout cas, on voit pas. C'était la réalité. Oui. En tout cas, on voit son application et de porter ce projet en s'impliquant, en faisant justement. En surmontant justement ce problème de vertige. Donc je vous laisse continuer sur la préparation physique. Constance Labbé par exemple, elle a fait beaucoup de... Constance, alors je crois que c'est la plus sportive des trois par nature. Voilà. Camille a fait une grande préparation avec un coach qu'elle voit régulièrement. Ces trois femmes qui entretiennent leur corps et qui se sont préparées pour la série. Constance a plus spécifiquement pris des cours d'aïkido avec Alexandre Vu, qui fait partie de la team Coderlier. Camille, je crois qu'elle a aussi appris un peu des arts martiaux. Elles ont toutes fait de l'escalade. Non, elles se sont pas mal impliquées. En fait, on leur a fait faire en amont du tournage du foncier pour du renforcement musculaire et du coaching pour faire du cardio, du musculaire de base. Surtout ce qu'il fallait pour qu'elle tienne le coup, et pas que juste dans les moments d'action. C'est qu'on avait un tournage dur physiquement sur la durée, qui allait durer 6 mois, donc il fallait pas qu'elle se claque, qu'elle se blesse sur la durée. Donc il y avait ce travail de fond qu'il fallait faire. Et après, elles ont chacun eu des entraînements spécifiques. Claire a fait du parcours, Constance de l'aïkido, Camille un peu tout, parce qu'elle a plein de trucs à faire. Et en fonction à chaque fois de ça. Et puis après, pour tout ce qui a été chorégraphie, baston, tous ces trucs-là, il y avait des répétitions prévues en amont avec le chorégraphe des bagarres, et il fallait apprendre les mouvements, il fallait apprendre les chorégraphies, répéter. Voilà. Est-ce que c'était le cas aussi pour les autres acteurs, notamment MB14 et Quentin? MB14, il est allé aussi, comme il devait être sur la Tour Eiffel, harnaché, monté à la corde dans l'épisode 2, il est allé se familiariser un petit peu moins parce que il avait moins de choses en action, mais il est allé passer ses petits cours avec les Coderliers pour vivre. Il a été préparé, mais il a été préparé, mais je suis pas sûr je me souviens plus s'il a fait du foncier ou pas. Il a moins travaillé en amont pour le truc, mais il a travaillé de la même façon sur tous les trucs spécifiques de courses, de sauts, de choses comme ça. Et est-ce que c'est content aussi? Elle a eu pour tous les personnages qui ont eu des bagarres ont été. Oui, des bagarres. Et justement, MB14, est-ce que c'est lui qui descend avec sa ceinture? Oui. Alors la tyrolienne. La tyrolienne, oui. Premier épisode, c'est une vraie tyrolienne. Elle est juste pas tirée avec un bazooka, c'est tout. C'est un petit peu. Non, en vrai, ils ont tous été dessus, ce qui était assez flippant d'ailleurs pour eux. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les commentaires. J'ai vu des commentaires qui disaient le vieux fond vert dégueulasse et tout. Là. On s'est fait chier à mettre cette tyrolienne sur 200. Il y a toujours un truc. Et en fait, ils ont tous été dessus. C'est juste qu'évidemment, on les a sursécurisés, qu'on a effacés après. Donc normal, en fait, il peut rien leur arriver, mais en fait ils sont sécurisés, qui fait que si jamais ils tombent, ils tombent pas. Mais comme si vous demain vous faites de la tyrolienne, vous serez sécurisé. Normal, oui, évidemment. Je ne tente même pas sans sécurité, évidemment. Donc de la même façon, ils étaient sécurisés. Moi aussi, j'y vais. Jusqu'après, on a effacé les câbles, et que du coup, ça fait spectaculaire parce qu'on a effacé la sécurité, c'est tout. Moi, j'ai fait de l'acrobranche, donc je peux. Voilà. Il y a beaucoup de choses sous la ceinture qui ont été effacées. Voilà. Allez, hop, 1 million. Alors, on en est où? Alors, autre question. Quel aspect des personnages originaux ont-elles cherché à préserver ou à réinventer? Réinventer pour Claire, Constance et Camilou. Qu'est-ce qu'elles ont gardé des personnages? On a essayé de garder l'énergie des personnages, j'ai envie de dire, l'énergie de départ que nous on avait ressenti dans le manga. Alors après c'est toujours une question d'interprétation, mais par exemple le côté très têtue, fonceuse, limite j'agis d'abord, je réfléchis après de Tam, c'est quelque chose que nous on ressentait beaucoup dans le manga, et c'est d'ailleurs un personnage qui à travers le récit n'évolue pas, c'est quelqu'un dont l'émotion immédiate et qui est comme ça, donc c'est un des personnages qui est immédiatement attachante, immédiatement très forte parce qu'elle est comme ça, donc c'est une énergie qu'on a voulu garder. Après pour le Sylvia,
on avait décidé pour ce prequel qu'on voulait arriver à... C'est une femme plus âgée, un petit peu plus âgée, et pour nous, au départ, c'est la femme responsable de ses sœurs. Donc on voulait avoir cette image qu'elle a. Alors, ce qu'on a enlevé par rapport au manga, c'est que dans le manga, elle a un côté un peu vamp, un peu... il y a une touche quand même dans le film. Il y a une petite touche. Oui, mais on a un peu baissé. Oui, mais c'était un petit moment... Ouais, on a un peu joué avec, mais dans le manga, c'est un peu la plus sexy du trio, oui, bien presque. sûr. Et c'est même, parfois, même Quentin, quand il fantasme, en vrai, dans le manga, il est vachement sourcilier par moment. Ça fait partie de ses... Non, mais c'est la fin de fantasme, en fait. Et il y a un épisode à la plage, on s'en souvient, avec Quentin. Et ça, on a décidé de le baisser en gardant ce côté grande sœur, de responsable, et voilà, ce trait de caractère. Et en revanche, une qu'on a beaucoup changé, c'est Alex, parce qu'Alex, dans le manga, elle est très jeune. Elle est 14 ans, je crois. Elle a 14, 14-15 ans, un truc comme ça, oui. Ouais, elle est très jeune, du coup, ça va très jeune, très aussi dans sa manière de réagir émotionnellement, up and down, comme une jeune de l'époque des années 80, déjà une jeune d'aujourd'hui, et en plus des années 80, donc c'était un peu too much. On a essayé de garder cette énergie, nous, on a transformé ça en une forme de rébellion, d'envie de rébellion parce qu'elle a été élevée par sa grande sœur, qu'elle accepte pas ça, parce qu'elle a grandi sans autorité paternelle et maternelle. Donc elle a du mal à trouver sa place, donc on a gardé ça, mais on en a fait quelqu'un de quand même moins jeune à plein d'égards dedans. Voilà, elle est en couple, elle a une petite copine, elle vit sa vie de jeune fille, elle trace, elle rêvait de faire du sport-études, et puis ce truc-là chamboule tout, et puis soudainement elle se dit maintenant je vais devenir peut-être autre chose, mais je me range du côté de mes sœurs avec qui j'étais pas forcément en très bon terme. Enfin, Tam, elle lui manquait, mais bon, elle était un peu en guerre avec sa grande sœur. Voilà, donc on a essayé de garder ça, puis on a essayé de garder la dynamique, surtout de trouver notre propre dynamique au sein du trio, parce que c'est un truc sur lequel Tsukasa Ojo avait beaucoup insisté. Il nous avait dit, c'est une analyse qu'on avait faite avec lui, mais il nous avait beaucoup insisté là-dessus en disant ça sera réussi si vous réussissez aussi à créer votre trio de sœurs, en fait, à faire qu'entre elles, on sent bien la grande sœur, celle du milieu et la petite. Et ça, c'est passé par, déjà, il y a eu un gros travail de casting, on a vu énormément de comédiennes, on a fait beaucoup d'essais, beaucoup de tests avec les unes et les autres. Et je pense que cet aspect-là, en tout cas dans la série, quels que soient les reproches que certains pourraient nous faire, je pense que cet aspect-là, il est très réussi. Ah, l'alchimie se ressent, ça se voit à l'écran. Ce sont des femmes d'aujourd'hui, surtout, voilà. Oui. Tu vas pas refaire des... Alors ça, la partie musicale, c'est juste après. Quelque chose à rajouter, Alexandre, à propos au propos de Benjamin? Non. L'adaptation, c'est pas moi, hein, c'est eux. Moi, je suis arrivé après, j'ai mis mes petites touches avec mes propres inspi. J'étais beaucoup sur Hit Girl pour Alexia, le côté un petit peu punk du personnage. Avec peut-être un peu de Marty McFly qui peut s'énerver très rapidement quand le traite de mauviette, très commun qu'elle aurait pu partager avec Tam. Oui, c'est vrai, oui. Quand on y réfléchit, oui. C'est vrai. Tokyo, dans la Casa des Papel, voilà. Ouais. J'avais pas fait cette couleur-là avec Camilou, avec qui j'avais fait deux autres séries avant. Et pour Cilia, dans mes nombreuses références, il y avait plutôt Lisbonne et le professeur. Je parle beaucoup de la Casa des Papel, là. Pour les deux persos, mais dans les traits de caractère avec ça. J'étais sur Lisbonne dans Le Mentaliste, moi. Rien à voir. Non, c'est pas pareil. Et je fais une petite parenthèse aussi, parce que c'est un personnage central dans l'histoire sur lequel il y a eu beaucoup de questionnements, c'est le personnage de Quentin. Notre ami Quentin, qui dans le dessin animé, dans le manga, est vraiment couillon, vraiment à la ramasse. Il le voulait couillon. Toujours loin du compte, il donne tous les plans en permanence devant les filles. Il fait erreur sur erreur, il arrête pas de s'en plaindre, et c'est très drôle dans le manga, mais on s'est très rapidement dit, mais en fait le gars, si on qu'est-ce qu'il fait dans la police, quoi. Ouais, déjà on va se dire qu'est-ce qu'il fait dans la police, et deux on va se dire mais qu'est-ce que tout le monde lui trouve, pourquoi Tam serait amoureuse d'un tocard pareil. C'est un ami d'enfance. Ouais, mais même le mec c'est pas possible, et on s'est dit non mais il faut que le gars il soit quand même un peu plus aware, et du coup on a veillé à le rendre, en tout cas il se fait berner. Mais on a veillé à ce qu'on accepte qu'il se fasse berner, parce que les Katsai sont vraiment très forts, mais lui, il est pas con, quoi. Il flaire le truc, il est accepte. Oui, on le voit lors d'un épisode avec les soupçons envers Tam, où elle commence à paniquer, le passage du commissariat, justement.
On sent. Je trouve que Mohamed, il a apporté une vraie humanité. Enfin, c'est-à-dire qu'il arrive à... Je me rappelle, le premier plan de la série qu'on fait, c'est lui qui descend de l'escalier de la Tour Eiffel, avec Tam qui passe derrière lui. On est à la fin, et il appelle, et il a cette gentillesse naturelle. Et il avait passé des essais où il est arrivé en mode... Attention, c'est dangereux. très, très flic, engrenage. Je lui avais dit, oh là là, c'est pas du tout ça qu'on recherche. Très dur. Ouais, puis il le faisait ultra bien. Je lui dis, voilà, Quentin, il vient nourrir la comédie romantique dans Cat's Eyes. Je lui explique un petit peu tout ça. On parle 5 minutes, il sort de la pièce, il rentre, il me fait une autre proposition, celle qui est proche de celle qui est à l'écran. Et premier plan, première prise, il y a ce truc qu'il fait. Et c'est vrai que c'est perturbant, parce que quand on regarde du polar et qu'on imagine Quentin et qu'on sait qu'il va monter à la Tour Eiffel, ça peut être beaucoup plus directif, beaucoup plus pro. Allô, elle est encore en haut, on remonte. Enfin, et il a eu ce petit ton que j'adorais, mais qui était très décalé, qui perturbe au début. Je pense qu'il faut connaître le personnage, il faut l'accepter. Faut voir qu'il est pas con en fait, qu'il est amoureux, qu'il est naïf, qu'il est bienveillant. Je m'étais retourné, j'avais dit à Benji, on aime ça, on peut mettre un coup de tournevis et non, je kiffe, et on a tenu cette ligne, et je trouve que de par sa gentillesse et sa naïveté, en étant moins con, il arrive à bien raconter le Quentin du manga. Et je sais pas si... En tout cas, il nous a beaucoup touché dans cette direction-là, et c'est vrai qu'on se dit, nous on l'aime comme ça, je pense que les gens vont l'aimer comme ça, parce qu'il a cette candeur qu'on retrouve un peu qu'il y a dans le manga, mais sans être complètement à la street comme il est dans le manga. Je ne sais pas si... enfin, MB14, pour moi, c'était quelqu'un qui faisait des machin, enfin, avec succès, hein, y a pas de problème. Aussi, mais... Oui, mais il était comédien. Je n'ai pas regardé sa fiche. Oui, il a fait un film. Il a fait un film avant. Ah, d'accord. Bah, tu vois, j'étais pas. Il était quand même nommé au César en meilleur espoir. Hein, exactement. J'étais loin du truc. Hein. Non, le gars était très bon et donc il avait tout de suite tapé fort avec ce film. Et pour vous dire, il a passé des essais comme beaucoup d'autres Quentin qu'on a pu voir, et on l'a trouvé formidable. Voilà. D'accord. Et j'aime bien bosser avec les chanteurs. Moi, dans Les Combattantes, j'ai bossé avec Sophia et Saïdi. Dans Le Secret d'Élise, il y avait Benabar. Camille, elle vient aussi de la chanson, parce qu'elle a fait une comédie musicale. C'est les interprètes qui savent interpréter un texte, véhiculer les émotions, et ils sont bons souvent en fait. Autre question sur un autre personnage que j'ai adoré, c'est celui de Prudence, interprété par Élodie Fontan. Je kiffe ce personnage, sachez-le. Je l'ai assez dit dans les reviews. On est très touché de ça. C'est sans doute le seul personnage qui n'est du coup pas du tout tiré ni du manga ni du dessin animé. Et bien justement, ma question est 100% inventé. Oui, voilà. Mais est-ce qu'il y a eu des inspirations pour ce personnage issu de la pop culture pour faire ce personnage en fait? Est-ce qu'il y a eu des inspirations? C'est Alexandre qui a amené ça, mais il va nous expliquer. J'ai pris un petit mug comme ça. Alors j'ai mis un peu de Snatch, un peu d'Atomic Blonde. Oui. Les films de Tarantino, c'était pas mal aussi. Oui. Bullet Train pour le côté un peu acidulé. Oui. Mélangé à Courtney Love et L7. Oui. Ah oui, En disant qu'il fallait se marrer, qu'il fallait qu'il y ait un petit peu de Shining dedans avec le personnage de Nicholson. Et voilà, il fallait que ce soit quelqu'un qui nous fasse rire tout en étant horrible, bien décalé, dans la rupture. Et on a vraiment inventé... On a beaucoup parlé du rôle avec Benji et Michel Katz, l'auteur. Il y avait une direction à atteindre. C'était compliqué de l'écrire, en fait, parce que il fallait vraiment aller puiser chez l'acteur qui allait le faire. Oui. Ce qu'on voulait que ça raconte en fonction de ce qu'il avait en lui. Je sais pas si je suis clair. Enfin, je vois la vision, oui. Alors, Élodie, elle est venue, elle a fait des essais avec un texte qui était celui qui était écrit pour... Pas pour elle, en tout cas. Et je lui ai dit, voilà où j'ai envie d'aller. Je suis sûr que ça peut faire un truc génial. On s'est fait confiance et on a inventé pas mal de choses. Et au début, on a pris un peu de temps sur le plateau pour trouver la couleur. Et le personnage, il est né un jour où, à la fin de l'épisode 1, elle tue l'organisatrice de l'exposition. Première prise, on fait. Il y a quelqu'un qui crie et elle qui tire. Ça, c'est choquant. C'est choquant. C'est choquant. Et on m'a choqué. C'est pas drôle plus que ça. Bon, c'est une meuf qui gueule, l'autre qui tire. Et Benji, il aime bien quand on se fait des blagues ou dans l'écriture que les personnages répètent donne-moi le sel. Donne-moi le sel. Voilà. et on fait un tour, un deuxième tour, un troisième tour. Et on arrive devant le camp de base, qu'on appelle. Et je vois Benji qui est là, qui est arrivé. Il était 1h du matin. Il était venu lui faire un coucou. C'était un vendredi soir, je crois. Je dis, il n'y a pas de place dans la voiture.
Ils étaient déjà à 4 derrière, on fait vas-y, viens. la voiture de gitan, quoi. Voilà. Je cherchais un truc et il regarde et il me fait super, je le connais par cœur, je vois sa tête, il voit la mienne. On sait qu'on n'a pas encore trouvé le truc, c'était le premier meurtre de Prudence. Oui. Je dis à Elodie, tiens, une fois qu'il est mort, tu veux pas faire? Ah, vraiment. Et Belgique, il fait, ah, dis-lui qu'elle le dise pendant. Oui. Ah bah t'entends, elle est. Oui. Et c'est le premier truc un peu bien qui collait bien au personnage et qui a donné. Ouais, en tout cas, qui a vachement libéré. Ça nous a tout. On s'est dit ça marche parce que on trouvait ça drôle et ça marchait avec elle. Et c'est vrai qu'Elodie est une comédienne formidable. Elle a un second degré, elle a plein de nuances de partout. Elle a une dinguerie en elle qui est géniale. Elle a ça en fait. Et elle a ça en elle et on lui a dit mais vas-y, t'as ça en toi, mais lâchons les chevaux. Et elle s'est éclatée à le faire. On s'est éclaté à la suivre. Et ça a été une révélation pour nous. On était confiants du choix qu'on avait fait avec elle par rapport aux essais qu'on avait fait au casting, mais on soupçonnait pas du niveau de dinguerie qu'elle allait amener et elle était vraiment. C'est parce qu'elle a un humour comme ça en elle. Encore une fois, elle est très drôle dans la vie. Elle est très drôle. Mais ça match bien avec Camille Lou, parce qu'on se rappelle nous de la séquence dans le château où elle a fermé la porte du 4x4 qu'elle est en train de piquer. Oui. Il y a des trucs. Tirez pas, les blindés la voiture. Ah, ça te fait marrer. Moi, franchement, j'ai kiffé. J'adore ce passage. D'ailleurs, TF1 avait partagé justement cette séquence et franchement, j'adore ce personnage de Prudence. Et en partant, elle lui dit si je t'attrape, je te retrouverai, je t'attraperai, je te lobotomiserai. Voilà. En tout cas, très bon choix pour Elodie Fontan qui, pour la deuxième fois, joue dans une adaptation liée à Tsukasa Ojo, hein, comme elle a fait Laura Marconi dans le Nicky Larson. Elle a dû jouer dans Family Compo, peut-être aussi. Alors ça, c'est bien, ça d'adapter un genre Family Compo. Ah mais oui. C'est dans l'air du temps. Je ne demande que ça, une adaptation animée déjà, et pourquoi pas un live, parce que c'est dans l'air du temps, comme le disait Yota. Et on va passer à la partie 4 et qui va parler de musique liée à Cat Size. Et première question, comment avez-vous abordé la création du générique? Et quelles ont été vos inspirations pour le moderniser tout en rendant hommage à l'original? Et pourquoi l'interprète originale, Isabelle Guillard, n'a pas été contactée? Alors, j'ai une anecdote à ce sujet. Pendant le générique, j'étais en tournage. Je me suis occupé de rien du tout. C'est l'homme en dessous, non, à côté. Et on va laisser parler Benjamin. C'est notre main. Non, je savais que sur le générique, ça a été un peu mon obsession toute l'année. Après, il y a déjà eu la question, c'était est-ce qu'on reprenait Mysterious Girl ou est-ce qu'on reprenait le générique français? Ça a longtemps été en discussion. On en a parlé. Ouais, non mais pour nous, ça a été un grand sujet parce qu'en fait, en vrai, la série a pour vocation de voyager dans le monde entier. Et Mysterious Girl est le titre qui a le plus connu dans le monde, qui est associé au Cat Size. Bon, on s'est dit, en même temps, on fait une série basée en France, avec les Cat Size françaises, qui est notre ADN. Le public français, dans sa très grande majorité, ne connaît pas le générique japonais, mais alors pas du tout. Ouais. Donc on a fait le choix de partir déjà avec le générique français. D'accord. Après, choix de l'interprète, en effet, on n'est pas parti avec Isabelle Guillard, parce que là aussi on s'est posé la question, on s'est dit on a plutôt envie de le réinventer, en tout cas de le réinterpréter différemment, et qu'à partir du moment où vous partez avec l'interprète original, là on n'est plus dans le clin d'œil, on est dans le côté, on fait pareil. Moi je trouve que c'est le générique de mon enfance, c'est ce qu'elle a chanté, il est super, et quelque part il est un peu iconique, intouchable, donc je voulais pas revenir à ça. Je sais que Lachaud a fait le choix inverse. Oui, justement, c'est pour ça que je pose cette question. Lui, il avait repris Jean-Paul Césarek qui a fait une version moderne jazz. Exactement, qu'il a intégré dans le générique. Et bon, comme lui, il a beaucoup d'argent, il s'est aussi payé le générique de Nicky Larson à la fin. Donc, et des musiques. Et des musiques carrément. Two-step, tout ça, oui. Donc c'est là où Sony a dû être très utile. Mais en tout cas, il faut des moyens pour payer ça, parce que Mysterious Girl, c'est très très cher aussi. Comme c'est une série, c'est une chanson qui a très bien marché. Anne Silla a été le choix de cette... Et donc on est parti avec ça, mais avant Anne Silla, on a travaillé avec un arrangeur avec qui on a cherché différentes directions pour moderniser le son du générique. Donc on a fait d'abord
avec Clément, une animal son, des tonnes de maquettes qui ne plaisaient pas, qui étaient ou trop techno, ou trop disco, ou trop ci, ou trop ça. Enfin, on a essayé des tonnes de directions qui nous plaisaient pas. D'accord. Et on a fini par trouver ça, qui finalement était un arrangement un peu 80s, avec un riff de guitare derrière, un peu Daft Punk, très léger, avec tout en gardant une grosse ligne de basse qui monte, comme qui est dans le générique original, qui monte un peu à la James Bond, et un peu les mêmes harmonies par moment. Donc on est parti dans cette direction-là qu'on trouvait chouette. Et puis on a trouvé ça cool. Anne Silla nous a rejoint et elle a interprété le générique sur cette base-là. Elle a trouvé ça super. Et après, ça c'était pour dire, on a fait le générique là. On est parti aussi dans un générique où je voulais un générique animé. On a donc fait faire un générique animé pour pouvoir rendre hommage aussi à ce côté un peu manga. On s'est dit, on va faire une animation, ça va être sympa et tout. On est parti là-dessus aussi. Et ce qui après, est rare dans les séries maintenant, les génériques. Alors, ce qui est rare, parce que notamment TF1 ne fait plus de générique. Exactement. C'est juste des petits jingles. Ouais. Voilà, c'est des pack-shots de 10 secondes maximum, il n'y a pas de générique. Et d'ailleurs, quand Alexandre est arrivé, il a dit, mais Benji, on ne fait plus de générique aujourd'hui en série. Et d'ailleurs, le dernier, c'était Dallas. Ouais, non, et quand j'ai contacté Laurent Brett, qui fait plein de grands génériques pour le cinéma et tout, je lui ai dit, je peux en faire un générique pour TF1. Il m'a dit, attends, tu me dis ça maintenant, mais à la fin, ils vont tous te dire qu'on va mettre 10 secondes. Je vais me casser le cul pendant des mois si tu prépares un truc qui va être coupé à la fin. Je ne ferai pas ça. On a fini par le faire. Et Laurent Brett a fait un travail formidable d'animation avec toute son équipe. TF1 a accepté de valider un générique d'1 minute en disant, OK, on fait 1 minute de générique animé, pas de problème. Donc on est parti là-dessus. Et après, le grand apport d'Anne Silla et le génie d'Anne Silla, la sensibilité, c'est tout ce qu'elle nous a amené. Ça vient d'une discussion avec Alexandre qui, à un moment donné, à l'ouverture de l'épisode 5, au moment où Quentin est avec Tam et va pour l'embrasser, et qu'on découvre que Tam qu'on découvre qu'il y a peut-être le visage de Tam sur la vidéo, Alex me dit... saison, ça glisse un petit peu, elles font un peu moins les malines. Et Alex m'a dit, ce qu'il nous faudrait, c'est on prend le générique, mais on y va en mode un peu acoustique. Oui. Il faut trouver un arrangement et machin, il faut en parler. Magnifique version. Magnifique version. Elle est canon, c'est ma préférée. Elle va bien au moment de l'épisode 5. Enfin, c'est l'épisode 5, c'est celui-là, de mémoire. Ouais. On l'utilise, ça lance l'épisode 5, et après on l'utilise dans le début de l'épisode 8. Ouais. Parce qu'on l'a trop kiffé. Et en fait, ça, c'était une envie d'Alex. C'est une discussion après qu'il a eue avec Anne Silla, qui a compris, qui nous a proposé cet arrangement. C'est elle qui a fait ça. Avec Ilan, son arrangeur. Donc, c'est 100% une orchestration d'Anne Silla. Qui était bouleversante, enfin qui nous a vraiment touché. Oui. On a fait une avant-première, la scène musicale, elle l'a chanté en live. Ça a scotché toute la salle en fait. C'était dingue, avec des variations et tout, c'était dingue. Avec juste un violoncelle et chanter ça, c'était super au piano et tout. Et ça, c'est pour ce côté-là, c'est ce qu'elle nous a amené. Et c'est pour ça que, quand on parlait d'Isabelle Guillard tout à l'heure, je pense que, étant nouvelle interprète du truc et ayant pris de la distance, elle a pu proposer ça. C'est pour ça qu'on cherchait une interprète comme ça, qui puisse décaler le morceau. Si j'avais pris l'original, elle aurait collé à l'original, elle aurait pas forcément cherché à faire quelque chose de différent, tout en étant respectueuse de ce truc-là. Mais si je peux me permettre, je vous coupe un instant, c'est que voilà, Disney a annoncé du coup qu'il y aurait soit une série, soit un film, c'est pas encore sûr, sur Cat Size, en version animée. Mais chanté cette fois-ci par Ado et non plus par Anne-Rie qui chantait le générique original. Et dans une interview, elle a dit, j'ai essayé de retrouver justement, comme vous l'avez dit pour ce générique français dans cette nouvelle version, retrouver un peu une couleur un peu 80s, ne pas la perdre quand même, mais quand même la réactualiser. Et il y a beaucoup de musique un peu symphonique derrière qui accompagne. Yuki Hayashi qui a fait les musiques de plein de séries, My Hero Academia actuellement, et Dragon Quest, Dai no Daboken. La quête de Dai ou Fly en français quand il y a eu le remake au début des années 2020 et donc c'est un très bon compositeur en tout cas, et la version est magnifiée dans cette nouvelle édition. Franchement, elle est magnifique par rapport à d'autres versions anciennes toujours chantées par Anne-Rie qui malheureusement sa voix vieillit et ça s'entend, surtout sur le Lupin vs Cat Size qui est sorti sur Amazon Prime aussi. Excusez-moi, je parle beaucoup, mais non mais c'est vrai, t'as tout à fait raison, et c'est vrai que c'est des réflexions, enfin ça a nourri les échanges qu'on a eus, et petit à petit ça évolue. Mais c'est vrai qu'au tout départ, et d'ailleurs c'était Tsukasa Ojo nous a posé la question quand il était venu en août de l'année dernière, enfin de l'année d'avant, il nous avait dit mais qu'est-ce que vous allez faire pour la chanson, est-ce que vous reprenez il connaissait le générique français parce qu'il avait entendu, est-ce que vous allez choisir le générique français ou le générique japonais, parce que lui ça l'intéressait de voir le générique japonais, et on lui avait dit à l'époque, honnêtement on sait pas. À ce stade-là, on savait pas, et on va explorer les deux directions, et on a exploré les deux directions jusqu'à ce qu'on se mette d'accord là-dessus, et je sais qu'au final il a trouvé super le générique quand on lui a présenté l'année dernière, fin août, quand on a fini
quand on a loqué les premiers montages et que c'était à peu près propre en VFX, avant qu'on présente au Festival de La Rochelle, on a pris nos bobines sous le bras, nos disques durs, on est parti au Japon, on lui présentait les 2 premiers épisodes sous-titrés en japonais. Et là, il a tout découvert, le générique, le truc et tout. Enfin, c'était un moment très émouvant. Il avait déjà entendu la première version de Cat's Eyes, la version... Ouais. D'accord. Ouais, ils sont très très au fait de ce qui se passe en France. Les Japonais. D'accord, ok. Oulala, ils suivent ça de très près. Autre question, quelle était l'importance de la musique dans la série, notamment en ce qui concerne les clins d'œil aux années 80 ? Parce que dans les épisodes, nous avons des petites références musicales des années 80. Quelle est l'importance ? Et puis surtout, on peut souligner le travail, j'ai oublié le nom, du compositeur François Guilletou. Ouais, Guilletou, voilà. Qui fait se réinventer à chaque série qu'on fait. Super musique, j'adore l'album. Donc, est-ce qu'on peut aborder sur l'importance de la musique dans la série, puis les clins d'œil des années de musique ? Alors déjà, on est tous des énormes fans de musique, Alex et moi, et après je vais le laisser, parce qu'on a eu des débats pendant des heures et des heures, on s'envoyait des titres tous les jours, des trucs, on a bombardé François de références, on a cherché pendant des millions d'heures une espèce d'unité à cette espèce d'ensemble qui en fait ne pouvait pas avoir une grande unité parce que les épisodes imposaient des styles différents en fait un petit peu dans chaque épisode. Et on a réussi malgré tout à trouver une forme de cohérence sans parler d'unité et puis d'arriver à glisser toutes ces rêves musicales. Voilà. Alex, je te laisse développer parce que tu es un énorme fan. Non, mais t'as tout dit juste pour la musique des années 80, ça me fait rire. Je travaille beaucoup dans le partage, moi, et je pense toujours que 2 sabots valent mieux qu'un. Et quand je suis arrivé sur la série, Benji dit ouais, je voudrais mettre de la musique des années 80. Je l'ai regardé, genre n'importe quoi. Les 80, sans déconner, ça va être un truc ringard. On se connaît bien, donc on échange. Oui. Et c'est drôle parce que au fur et à mesure, on s'est mis d'accord sur des titres. Genre, oui, quand même, oui, mais il y a des musiques des années 80, il y a des morceaux genre c'est intemporel. Mais il me dit Oui. oui, je te parle pas de. Et moi, j'avais envie de mettre du rock. Je pensais à Hall, je pensais à L7, parce que les filles ont un côté assez badass en fait. Il y a eu des envies aussi de musique de films de casse. Et en fait, c'est ça qu'on a mis du temps j'ai passé beaucoup plus de temps que sur les autres séries que j'ai pu faire à trouver la bonne tonalité. J'avais fait beaucoup de drama, du polar, du film, faire pleurer, des émotions. Et là, en fait, Benji avait envie de produire une série. Il me parlait de ce mot. Je pense que sachant de là où je venais, il m'a répété sans cesse au début. Parce que j'ai facilement l'envie d'aller vers du dark, plutôt dans ce que j'avais fait avant. Alex, feel good, feel good, feel good. Je suis rentré dans le jeu au fur et à mesure du tournage. J'ai mis du rock sur le plateau. J'aime bien tourner en musique pour que les actrices ou les acteurs rentrent dedans. Et quand on est arrivé au montage d'images, il nous a fallu du temps pour trouver le bon ton. Et ce bon ton, c'est toujours feel good, contre-pied. Je prends l'exemple de la mort de la séquence dont on parlait tout à l'heure, quand il y a Prudence qui tue Oui. On a une musique décontractée, un peu tarantinesque. Parce qu'en fait, au final, ça fait sourire. Oui. Elle est complètement à contre-pied de ce qui se passe. Et en fait, chaque morceau qu'on a trouvé, c'est pour accompagner ou rendre feel good quelque chose qui ne l'était pas. Pareil dans le Louvre, la baston qu'il y a entre les filles et Prudence, on a mis un morceau rock qui rend la série un peu cool et qui a des sonorités de votre cinéma que j'affectionne comme Kick-Ass, un petit peu décalé. En fait, on est là pour prendre du fun. C'est cool. Et l'idée, c'est d'avoir recherché quelque chose de cool tout du long. Voilà. Et on a vraiment testé. Il y a eu des versions avec les Cure, parce que je suis grand fan des Cure. Sur le toit, Benji disait ok, ouais. Bon, il arrivait avec un truc encore plus fun le lendemain. On a essayé un milliard de trucs. Mais après, je laisserai la parole à Yota. Ça a un coût, les droits d'utiliser. Ça fait partie du budget. Ça fait partie du budget, d'accord. Non, mais ça fait partie du budget, évidemment. Ça fait quand on fait une série comme ça, avec ce budget-là, on prévoit une enveloppe très conséquente pour avoir acheté des droits musicaux monde. Je précise qu'on a les droits monde pour pouvoir les diffuser dans le monde entier, puisque ça va passer dans d'autres pays, donc vous ne pouvez pas prendre que les droits France, donc c'est beaucoup plus cher, c'est x10 quoi. Donc c'est évidemment un coût énorme. Après, ça fait partie du truc. Moi, je fais partie des gens qui considèrent que c'est l'école Zemeckis. C'est Zemeckis qui m'a appris ça quand je lisais les making-of quand j'étais beaucoup plus jeune, qui disait la perception d'un film, 50% c'est la musique. Et quand il parlait de Retour vers le futur, je me souviens de la discussion qu'il avait eue en disant vous enlevez la musique, c'est un petit film pas cher. Parce qu'en fait, la DeLorean, une fois qu'elle a voyagé dans le temps, après ils sont dans les années 50 à la cool et après ils repartent dans le présent.
C'est un petit film pas cher. Et vous mettez la musique de Retour à le futur, vous pouvez la coller sur Star Wars, vous pouvez la mettre ce que vous voulez. C'est une musique de blockbuster qui vous dit là c'est un Alan gros Silvestri, redonnons le nom. Exactement, Alan Silvestri qui est formidable. Oh là, oui. Et en fait, cette musique, soudainement, vous change la perception du film. Et donc, quand vous faites une série spectaculaire comme Cat's Eye, si vous mettez des fausses covers ou des morceaux bidons, et ben, le bout d'un moment, les gens se disent ouais, ok, c'est pas mal, mais je vois bien que c'est pas une série. Il y a un petit manque. Et on se dit c'est pas au niveau de l'image. Si vous mettez des gros types qui bastonnent ou vous mettez du A ou des trucs, vous dites ok, ça va avec en fait. Vous pouvez pas être décevant sur la musique. Vous devez être. La musique, elle remplisse le même spectre que sur l'image. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur les combattantes. On avait eu le même cas de figure. On a eu besoin de musique épique. C'était des plans très très larges dans les Vosges, Et pour Cat's Eye, c'est la même chose en fait. Il faut quelque chose quand tu es à la Tour Eiffel avec l'une de tes héroïnes qui l'escalade à main nue. Le moment où tu veux mettre un morceau un peu plus décontracté quand elle saute de la Tour Eiffel, il faut que ce soit un truc qui envoie du bois, quoi. Et années 80, parce qu'on voulait toujours la volonté de Benji. Je suis rentré dedans après, mais il voulait vraiment qu'on ait. Oui, après on a élargi en fait. De l'époque où était sorti l'animé. Oui, après on a voulu mettre ça et après on a élargi à d'autres genres parce qu'on s'est rendu compte qu'on allait vite être enfermé à vouloir que les années 80 et donc on a élargi à essayer à chaque fois de trouver des morceaux de caractère pour avoir aussi bien des trucs un peu 70s, un peu rock, un peu intemporel. On a très vite élargi le scope parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait pas tenir que en étant ancré là-bas puis ça aurait fait caricatural évidemment. Donc on a élargi et aussi parce que François lui-même en faisant la musique, le score, nous a invités à élargir notre vision du truc en disant les gars, on peut pas faire que de l'électro et du machin, il faut il y a des moments, il faut qu'on fasse de l'orchestre, on avait prévu des cordes, on avait prévu des choses, on avait des refs quand on a mis des mois et des mois à trouver le morceau, quand Prudence défonce tout le monde à la fin. C'est ce dont j'allais parler, je trouve que ce qui est chouette dans ce morceau, c'est qu'il y a vraiment l'alchimie, il y a du François, il y a du Benji, il y a du moi. C'est que dans ce morceau, j'ai la guitare électrique qui se mélange aux cordes. Il y a des voix derrière qui viennent un petit peu en mode ce qu'on avait mis sur la maquette. C'était inspiré d'un truc de Bird of Prey, je crois. Non, c'était 28 jours après. Hein? C'était 28 jours après. Ah ouais, il y a aussi 28 jours après, mais le moment où elle se fout. Ah non, moi je parle de la baston entre les filles. Ah, je parle de la baston. Moi je parlais du moment où elle revient avec le gun. Ah oui, non, l'autre c'est 28 jours après. Oui, d'accord, oui. Voilà. Et moi j'ai une question. Qui a enfanté Filoutri? Qui a inventé Filoutri? Filoutri, c'est le titre, c'est ce qui est mis dans l'album, ça s'appelle Filoutri et c'est la musique qui accompagne quand il y a la piste 17 avec les sifflets. Voilà, qui est un peu western, enfin. J'adore ce titre. François, je l'ai poussé à surprends-moi, mets-moi du truc fun. C'est badass, c'est ce qu'au début il était très dans un univers qu'on a gardé et qui existe tout du long, où il était lâché des synthétiseurs des années 80. Il avait en tête de vouloir faire une musique un peu jeu vidéo. Et moi je voulais décaler des trucs parce que c'était très girly au final ces premiers jets. Mais c'est normal, on cherche, on fonctionne toujours comme ça. Et ça me manquait un peu de badass. Et un jour, c'est dans l'épisode 3, quand les filles vont à Versailles, il me sort un truc avec des sonorités d'Ennio Morricone où il y a juste un... Ouais, c'est ça. Putain, mais voilà, c'est ça la série, regarde. Et ben j'adore. Et du coup, moi, ça m'a amené, quand on a fait l'épisode 4... Avec des idées. L'épisode 4, je voulais un film pour moi qui est le plus snatch des 4, plus Guy Ritchie avec plein de personnes. Si tu regardes dans la tonalité, et du coup, sur la scène, 1 milliard de BO de films de casse. Et de film de casse en film de casse, le week-end en écoutant des BO, j'arrive sur Birds of Prey, que j'avais pas vu. Et dans Birds of Prey, il y a un morceau qui commence avec des sifflets, avec une balade un petit peu à faut que je le revoie, guitare, je me souviens plus. Et de cette maquette, parce que évidemment, on monte plus vite qu'il ne compose. Oui. Après, il ne pompe jamais, il s'adapte, c'est des moods, ça n'a rien à voir avec ce morceau. Mais c'est comme ça que ce mot filouterie... Oui, ça colle parfaitement aux situations avec cette musique. Et donc, ce qui est pas mal, c'est que c'est surtout que la musique en général c'est très synthwave mélangé à de l'orchestral et avec un peu plus de modernité malgré tout. Et ça permet de garder une petite touche quand même 80.
tout à fait. Légèrement, mais d'avoir la modernité actuelle. D'ailleurs, et je reviens, excusez-moi, sur Yuki Hayashi. Je trouve que la sonorité actuelle de cette BO-là, c'est très ce compositeur-là. Si vous voulez un jour le découvrir, c'est ce qu'il fait. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'il fait. Non. Mais en tout cas, on est pas très proche. mais je suis très curieux. Écoutez le morceau de Ado, hein, justement. Ouais. Voilà, vous verrez. C'est, Ça, j'ai écouté ce morceau, il m'a bien plu, mais je connais pas le reste de son travail complètement. Il est très dans le un peu pompeux légèrement, ce qui est normal parce que c'est surtout des séries de shonen, on va dire, dans l'esprit. Mais voilà, j'ai retrouvé un peu de François Liétou dedans, malgré tout. Et on a mis des titres un peu intemporels pour moi quand on mettait des My Sharona des NAC ou quand on mettait Girl Like You d'Edwin Collins dans le Louvre avec Prudence qui fait c'est des trucs très étonnants. Ça, c'était des tests qu'on a fait avec les monteurs et on s'est dit sur le moment, tiens, c'est marrant de partir ensuite sur Girl Like You. Voilà, après, bon, c'est des titres, c'est des énormes classiques de rock qui coûtent très cher, mais comme l'image est impactante, on s'est dit, ouais, sur ce truc-là, ça marche, vas-y, il faut y aller, quoi. Donc, voilà. Et après, le budget, malheureusement, il y avait plein d'autres morceaux qu'on avait pu mettre et qu'on n'a pas pu mettre. Mais le budget, il n'est pas illimité. Voilà, et au bout d'un moment, on est comme tout le monde. Il faut faire des choix. Les gens ont beau dire, ils n'ont rien mis à l'image. On est allé chercher des groupes un peu moins connus, des groupes de copains. Voilà, forcément. Alors, dernière question sur la partie musique générique et on va aborder la diffusion internationale. Pour la diffusion en Italie et au Japon, le générique sera-t-il celui d'Anne Silla ou envisagez-vous une version spécifique comme une réinterprétation moderne de Oki di Gatto, qui est donc le générique italien, interprété à l'origine par Cristina D'Avena, ou du générique d'Henry? Ou est-ce que c'est secret? Alors non, je ne sais pas si c'est secret. Je peux vous dire, moi j'ai dîné avec les gens de la RAI sur la chaîne sur laquelle sera diffusé Cat Size. Je ne sais pas quand cette année, mais ça va être diffusé. Qui sont hyper contents de la série et qui se sont posé la question de savoir s'ils allaient mettre la musique italienne, le générique italien. Et c'est une institution chez eux. Et en fait, comme ils adorent ils ont adoré la version d'Ancilla de l'épisode 5 et de l'épisode 8. Ils se sont dit, ça n'a pas de sens s'il n'y a pas le générique français. Et comme ça se passe à Paris en français, ils se sont dit, de toute façon, les gens savent que c'est une série française, on va donc garder Ancilla en français. Et on va le garder en français. Et c'est vrai, quand on y réfléchit, c'est vrai, comme cette musique acoustique va tellement bien à cette séquence-là, on ne peut pas la remplacer comme ça. Disons qu'alors, il aurait pu la laisser comme ça, mais du coup, comme elle chante comme ça en français, il fallait tout refaire pour eux. Enfin, dans ces cas-là, ça ouvre, c'est une usine à gaz il faut refaire un mix, chaque pays, chaque générique. Les Japonais peut-être, on sait jamais. Alors les Japonais, je ne sais pas s'ils vont utiliser la version française parce que. Je crois qu'ils vont faire la version française. D'accord, ok. Ils sont obligés en tout cas de conserver ce que moi j'ai posé sur les images du film. Ok. Le générique c'est libre à eux, après ça veut dire changer l'œuvre. Oui, sur les moments d'Ancilla, ils étaient obligés de le garder, ou alors il fallait demander des autorisations spéciales, donc c'est compliqué, donc ils vont garder ça. Après, tant mieux. On jouera avec le générique d'Henry. Parce qu'après, je pose cette question, c'est parce qu'en fait, pour le film de la show, en fait, en France, on a eu la version, au lieu de Get Wild, on a eu une Nicky Larson qui coupait justement des épisodes à chaque fin de diffusion au Club Dorothée. Sauf qu'au Japon, ils ont mis le Get Wild. Quand nous, on entendait au cinéma, il y avait le Get Wild à la fin dans Nicky Larson. Nous, notre côté, c'était Nicky Larson, normalement, Yota, je crois. Moi j'ai vu au cinéma, je me souviens au cinéma il y aurait eu deux versions générique de fin. D'accord. Je me souviens l'avoir vu à l'UGC avec Michel Katz, d'ailleurs j'étais avec Michel. D'accord. Et on l'avait vu tous les deux, et à la fin on s'était dit, prends tout le truc, on s'est dit bon c'est vrai, on se marre bien, machin et tout, et à la fin on dit c'est cool, ils nous mettent Get Wild à la fin. Il y a deux versions, ça je ne le savais pas. Parce que moi j'ai vu l'avant-première aussi. Peut-être fantasmé, ou peut-être qu'après ils l'ont utilisé. Parce que je sais qu'au Japon, quand il a été projeté, nous on avait le générique de Jean-Paul Césari qui démarrait pour conclure le film. Et eux, à la place, ils ont eu le Get Wild. C'est pour ça que je posais la question, si eux, de leur côté, ils allaient faire un peu la même chose pour Cat Size. Non, mais ça m'étonne, moi j'ai le... Alors, il y a deux versions. Il n'y a pas deux versions. Alors, où je l'ai complètement rêvé, parce que j'adore Get Wild. Peut-être. Dans mon top, des chansons de générique, mais je m'en lasse pas. Je trouve qu'il est intemporel. Oui, je suis d'accord. C'est vrai aussi. Mais j'adore Get Wild, il est ouf, quoi. Peut-être que je l'ai fantasmé, mais j'ai toujours eu le souvenir qu'il y avait Get Wild à la fin. Je ne sais pas si vous aviez vu Nicky Larson en avant-première à l'époque, quand c'était sorti en avant-première, avant que ça sorte nationale. Non. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'en fait, nous, avec Yann, on l'a vu en avant-première, avec Philippe Lachaud qui était là, c'était à Annecy.
Et à un moment donné, vous savez, je sais pas si vous vous souvenez du film, il y a un lit qui roule sur la route et qui va Tout à fait, s'envoler avec après. toute la bande dedans. Voilà. Oui. Et on entend une chanson dans l'avant-première, mais dans la version cinéma pour tout le monde, c'est plus la même chanson parce qu'ils ont eu problème de droit. C'était R. Nous, Kelly on avant. entendait I believe I can fly. Bah oui, mais il y a eu un souci entre-temps. Il y a eu un Et souci ça entre-temps. faisait rire énormément la salle, bien entendu. Mais ils ont retiré parce qu'il y avait un souci avec R. Kelly. Malheureusement, oui, le monsieur, il est en prison. Donc, ils ont dit, on va pas faire la promotion. Donc, on va mettre, on va prendre la version Comment Top Gun. C'est un scandale. Là, ils ont mis le générique, enfin, une des chansons qui était dans Top Gun, voilà, pour coller un peu au, au vol. Nanani, Ouais, ça arrive. nanana. Ça arrive. Take my breath away. Take my breath away, ouais. Voilà. Le titre. Et ben voilà, on est arrivé sur enfin, on a conclu cette partie sur la partie musicale et diffusion internationale. Donc bientôt chez vous les Italiens, hein, parce que moi j'ai des Italiens qui regardent ma chaîne, donc parce que j'ai oublié de sous-titrer les vidéos en italien pour eux, donc c'est pour ça que. Cela dit, je crois que pour nos amis italiens, s'il y a des Italiens qui vous regardent, les gens de la RAI aiment énormément la série. C'était comme des dingues et ils ont fait, comme toujours en Italie, ils doublent. Et ils ont pris le top du top des gens qui doublent là-bas et je pense que la série va être très très bien mise en avant en Italie. Voilà. On va faire une belle avant-première là-bas normalement quand ça va sortir. Ils sont comme des dingues sur le programme. Et ben voilà, vous le savez, cher Italien qui regardez ma chaîne YouTube. Et on va passer à la partie 5 de cette interview. Partie 5 de l'interview de Alexandre Laurent et Benjamin Dupont-Julien, avec cette fois la réception et attente du public. Donc comment avez-vous réagi aux critiques et aux attentes des fans lors de la diffusion de la série et comment les prenez-vous en compte pour une future saison 2 ? Ça dépend des critiques. Ça dépend des critiques. Bah, ouais, les alors, positives, déjà, il y a des choses. les négatives. Non, mais des choses, il faut quand même savoir que quand on finit un film ou une série, nous les premiers, on manque de recul. Et après, nous-mêmes, en voyant les choses, on partage, on voit bien aussi les réactions autour de nous, enfin déjà des diffuseurs, des décideurs autour de nous. Et il y a plein de choses où on se dit nous-mêmes, ah, ça on peut l'améliorer, ça peut-être qu'on a été trop loin, peut-être là-dessus on aurait pu être un peu plus juste, etc. Donc on se pose aussi, on passe beaucoup de temps à se remettre en question. C'est quand même la base de notre métier, c'est toujours de se dire, bon, si on fait une suite demain, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a vraiment tout bien fait ? Est-ce qu'on peut faire mieux ? Etc. Et évidemment, il y a les gens qui ont aimé, c'est intéressant de voir ce qu'ils ont aimé, parce que c'est de se dire, bah, s'ils ont aimé ça, c'est sympa, mais comment on peut les surprendre ? Si on leur redonne la même chose, ils vont nous dire, bah, j'ai déjà vu, donc en fait j'ai bien aimé, mais j'ai déjà vu, donc il faut aussi trouver un moyen de les faire revenir en les surprenant. Et puis les gens qui n'ont pas aimé, il y a ceux qui n'ont pas aimé, mais dont on sent qu'ils avaient envie d'aimer et on les a un peu déçus, mais bon, c'est peut-être que si on revient, bah, ils auront envie de revenir. Donc ces gens-là, bah, c'est intéressant de les écouter. Et puis il y a ceux qui n'ont pas aimé et qui ont dit que c'était de la merde et qui ne veulent pas revenir. Et donc bah, j'ai envie de dire pourquoi faire. Et de toute façon, aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Voilà. Mais pourquoi faire des efforts pour des gens qui, de toute façon... Oui, mais ils reviendront forcément. Ils reviendront forcément redire encore la même chose, en fait. Ils diront la même chose. Après, moi, j'ai toujours cette image, c'est un truc qui m'avait beaucoup marqué. Je sais pas qui j'avais raconté ça, mais Alex connaît l'anecdote. C'est une interview qui m'avait beaucoup marqué quand Tintin est sorti en dessin animé. Il y a eu une adaptation qui a été faite dans les années 2000. Ah oui, de Ellipse. Ouais, tout à fait. Vous avez décidé d'adapter les albums plan par plan. Donc, ils avaient respecté la BD plan par plan. C'était remarquable. Il y avait de la musique et tout. Et il y avait des enfants qui étaient interviewés. Après, on dit, qu'est-ce que tu as pensé de la BD ? Il y a un petit garçon qui avait beaucoup marqué, qui disait, ah, moi, j'ai pas du tout aimé. Ah bon, pourquoi ? Et tout. Parce que je trouve que le Capitaine Haddock n'a pas la même voix que dans la bande dessinée. et je trouvais que ça résumait tout ce que les gens attendent d'une adaptation. C'est-à-dire que chacun, en lisant un livre, en lisant une BD, en regardant un dessin animé, on s'en fait un truc, on se l'approprie, on en fait quelque chose à nous qui est très personnel, et après, si l'œuvre que quelqu'un propose, si on n'est pas ouvert à voir autre chose et qu'on est accroché à ça, bah forcément, on va dire, bah, je reconnais pas la voix du Capitaine Haddock. D'accord. Donc, c'est une démarche. Moi, j'ai toujours la démarche quand je vais voir un Marvel. Je me dis pas, ah là là, est-ce que ça colle aux mangas, aux comics des années 60 ? Est-ce qu'ils ont bien fait Batman tout gris avec son slip bleu et son logo orange ? Ah là là, ils vont trahir, ils l'ont mis en noir, mais comment ? Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette voiture ? Oh, il y a un chien, c'est une blague. Mais qu'est-ce que c'est que ça et tout ? Je suis pas là-dedans, je suis dans le côté, bon bah ils me proposent une nouvelle version. C'est ça. Sur un mythe que j'ai déjà connu, ou Spider-Man, mais pourquoi ils ont refait l'araignée ? Ça ressemble plus à rien, on dirait un truc des grandes pattes, là c'est moche et tout. Enfin, je suis pas là-dedans, je suis moi dans l'envie
déjà de changer un passer peu. Un bon moment. Passer un bon moment. Et puis je suis prêt à accepter des trucs. Après, les trucs qui vont me dire, ça, bon, je comprends la démarche, mais je suis pas fan. Voilà, bon, ça, je comprends. Donc nous, les critiques, on les a reçus, les critiques qui nous ont fait un peu mal, on va être honnête, qu'on n'a pas, pas apprécié plus que ça, comme tout le monde. Mais quand on bosse, moi ça fait j'ai bossé dessus pendant 5 ans pour sortir le truc, après on a bossé dessus pendant près de 2 ans pour sortir la série. Bah, quand vous avez passé 7 ans de votre vie et que soudainement ça sort, et puis vous avez des commentaires lapidaires de gens qui prennent même pas le temps d'essayer de comprendre, même si on fabrique pas des vaccins et qu'on n'est pas là pour sauver le monde, bah vous vous dites, quand même, j'ai bossé comme un fou pour sortir ça, c'est pas cool les gars, quoi. Vous pourriez quand même... défaut de pas aimer passer votre chemin, quoi, c'est pas grave. Allez, voilà. Voilà, bah c'est ce que je. Voilà, je suis d'accord. Allez avec votre mec, je sais pas où, et puis laissez les autres kiffer, quoi, c'est tout simplement. Après, les vidéos YouTube, c'est un peu leur gagne-pain, donc ils peuvent pas ne pas faire quelque chose, quoi qu'il arrive. Mais c'est juste peut-être bien le faire, hein, quoi. C'est-à-dire le bon et le mauvais. Il y en a, c'était vraiment très. Je pense à un. Ça me fait même sourire. Non, mais moi, ce que j'aime, et puis il y a des gens, ce que je trouve intéressant dans vos émissions, c'est que vous connaissez l'œuvre. Il y a plein de gens qui nous ont tapé dessus, ils connaissaient pas l'œuvre, ils n'arrêtaient pas de se référer à l'œuvre alors qu'ils la connaissaient pas. Et moi, pour avoir passé 5 ans à parler avec le créateur, je veux dire, on n'aurait pas eu les droits si on connaissait pas l'œuvre. C'est-à-dire, le gars, on lui a parlé de plein de détails. Et ils ne connaissent que l'animé. Ils ne connaissent que l'animé. Oui, qu'est-ce que c'est que ça, Alexia, qui a une petite copine et tout. Mon Dieu. Les mecs dont on voit dans le manga quand même qu'elle est mineure et qu'elle est draguée par un flic majeur. Et oui, c'est vrai. J'avais même pas cette bizarre. Et puis il faut pas oublier que Ojo a fait Family Compo, ça l'aurait pas dérangé s'il aurait fait Cat Size à notre époque. Mais c'est pour ça que lui, quand on lui a parlé de ça, c'était dans les arches dès le départ et on s'est dit, voilà. Est-ce qu'il va valider ça ou pas? Il dit c'est super. Voilà. Très bien, il était à fond avec ça. Et donc les gens qui disent ah là là, il fallait remettre le vrai truc du manga, je dis attendez, c'est ça que vous voulez voir en 2025? Moi perso, c'est pas ce que j'ai envie de voir, et c'est pas ce que j'ai envie de montrer à des enfants en tout cas. Donc soyons un peu honnêtes là-dessus. Donc oui. J'aurais aimé que des gens disent moi dans le manga il y avait ça qu'ils ont perdu. J'aurais aimé que des gens disent dans le manga moi j'adorais cet esprit-là, ce truc-là, machin. Ils ont complètement passé à côté de ça, c'est vraiment dommage. Ok, très bien. Voilà. Moi j'adorais vraiment cette histoire d'avoir des meufs en lycra avec des talons. C'est mon kiff, c'est mon fantasme. Je suis déçu parce que là j'ai pas le fantasme. Les mecs, elles sont combinaisons un peu techniques, ça me fait pas fantasmer. Bon, à la limite on se dit c'est un point de vue, mais pourquoi pas, mais pas juste ils ont fait n'importe quoi, ils ont donné des gros sous à Tsukasa et machin. Mais oui, c'est la mauvaise foi. Sachant que là-dessus, je précise un truc comme ça, c'est que dans les discussions qu'on a eues avec le Japon, en gros, l'argent n'est pas un problème. Vous imaginez bien que Tsukasa Ojo, il a vendu dans le monde, l'argent n'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'il n'est pas là pour discuter d'argent. On était tous au même niveau d'offre dans le monde, et c'est pas celui qui arrivait avec la meilleure offre qui a gagné. C'est celui qui a discuté pendant longtemps, qui a réussi à convaincre le créateur de dire « je vous donne mon bébé, faites-en quelque chose à votre façon, je vous le donne, et j'interdis à d'autres de le faire pendant que vous allez le faire parce que je vous cède les droits. » Pour obtenir cette confiance-là, c'est pas faire un chèque. Les Japonais, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont compliqués à travailler, et c'est pour ça il faut petit à petit acquérir leur respect, leur confiance, et ça met vachement de temps, et c'est pas un truc qui se fait en claquant des doigts, et je trouve ça, de la part des gens, de nous critiquer là-dessus. Les gens auraient pu au moins dire chapeau quand même, c'est pas évident d'aller au Japon chercher les droits, quoi. Mais il y en a, ils se rendent pas compte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit qu'il vous aviez fait ça sans son accord, sans qu'il le sache en fait. Chez les gars, à un moment donné, on n'est plus dans les années 70-80 où on faisait ce qu'on voulait. Maintenant, c'est plus contrôlé qu'avant, donc voilà. Et puis évidemment. Pour l'anecdote, sachez que pour l'anecdote, en plus ça, après 4 ans, on s'est mis d'accord. Après, il a fallu 6-7 mois pour rédiger le contrat. On n'arrivait pas à rédiger le contrat tellement les lois japonaises et les lois françaises sont différentes. On n'y arrivait pas. Et ce qui nous a sauvé la vie, c'est que notre traductrice est très amie avec des gens du studio Ghibli. Et donc, on a eu l'avocat de Miyazaki qui nous a aidé à clore le contrat. Parce que grâce à elle, on l'a rencontré, et le gars nous a dit, et donc grâce à lui, il est arrivé, il a fini par réconcilier les positions et par arriver à ce qu'on signe ce contrat. Il a fallu qu'on rencontre tous ces gens-là pour y arriver. Vous imaginez bien que ces gens-là, on les convainc pas, juste parce qu'on débarque comme ça à Tokyo en disant « Ah, salut, j'aime bien les mangas et si on faisait un truc ensemble ?» C'était des discussions sans fin, voilà, c'était un challenge, chaque étape était un challenge. Le nombre de fois on s'est dit « J'aime y arriver »,
je vous raconte même pas. Tous les 6 mois, on se disait, on va pas y arriver. Alexandre voulait dire quelque chose peut-être. Tu voulais aborder les critiques. Voilà, les critiques. Comment t'as ressenti les critiques? Tu voulais rebondir sur quelque chose depuis tout à l'heure, mais je te laisse la parole. Non. On a parlé tout à l'heure, je peux pas plaire à tout le monde. La série, elle a rencontré son public, elle a fait 6,5 millions, je crois, en diff sur la première soirée, en moyenne 6 millions. Moi, je suis heureux de ce qu'on a fait, je suis heureux qu'elle ait trouvé son public. Je savais que je plairais pas à tout le monde, encore moins à des gens. Mais il y a une certaine manière de le dire. On est d'accord. Oui, non, puis par rapport à des gens qui attendent la voix du Capitaine Haddock. Surtout, c'est qu'ils se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Ils croient que ça se fait comme ça, mais non. Je suis content de ce qu'on a fait. On l'a fait avec passion. Et bah, tant mieux. Tant mieux, c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. C'est comme Lachaud, hein. C'était un passionné. Lachaud, il l'a fait. On le voit qu'il... En vrai, j'ai plutôt été flatté que des gens prennent le temps de venir démolir sur de nombreuses vidéos le projet. Ça veut dire qu'on a fait partie de l'actualité et quelque part, ça oui. Ouais. Ouais, et puis en vrai, on a été très flatté, c'est qu'on pensait que la structure de notre public, ce serait des gens avec un peu d'un nostalgie autour de, en gros, les 35-50 ans, on va dire. Et on a eu... Coucou. Voilà, nous-mêmes, hein, c'est-à-dire les gens qui avaient grandi devant Cat Size. Et en fait, notre structure d'audience, c'est les 18-24. On a fait un raz-de-marée sur les 18-24. Ah là, c'est oui. Et ça, c'est cool. Non, mais c'est cool. Franchement, c'est... Ça, c'est cool. Ça veut dire que c'est des gens qui ont été séduits par la promesse, qui se sont laissés embarquer, qui connaissaient pas forcément le manga, qui n'en avaient rien à foutre du manga. Et qui vont peut-être s'y intéresser finalement. Qui vont peut-être s'y intéresser parce qu'ils ont trouvé ça cool et qui vont peut-être acheter ça en librairie et vont montrer ça à leurs enfants et c'est top, quoi. Et ça, c'était pour nous la vraie récompense, elle était là. Donc, et nous, quand on a présenté la série, on l'a présentée en festival à La Rochelle, ça s'est très bien passé, c'était cool. L'avant-première à Paris était canon. Grande standing ovation, vraiment, c'était limite gênant. Au bout de 5 minutes, ça applaudissait encore. Ouais, j'ai pris mon téléphone dans la salle, j'ai fait une vidéo pour ma mère, continuer. Non, c'était chouette. J'ai failli y être au festival de La Rochelle. Malheureusement, par manque d'organisation, j'ai pas pu venir. Mais on aurait pu se croiser à ce moment-là. Ouais. Mais j'ai pas pu. Moi, ce qui était important, c'était de pas décevoir Tsukasa, en fait. C'est ce qu'il fallait. Et nous, j'avoue, quand on a été au fin août l'année dernière au Japon pour lui présenter les 2 premiers épisodes chez Coamix, on était dans sa petite salle de projection avec sa femme et les membres du staff de Coamix qui nous avaient accompagnés pendant toutes ces années. Bah, j'avoue que j'en menais pas large. J'étais un peu terrorisé. Je me dis, oh là là, si ça leur plaît pas, on est mort. Oui, mais, tiens, ma question, ça leur aurait pas plu, qu'est-ce qui serait passé? La série serait diffusée quand même ou pas? Oui, la série, parce qu'on avait les droits, c'était pas un sujet, mais là où ça s'est très bien passé, c'est qu'on les a sentis au-delà des mots, parce que les mots, je fais suffisamment de projections dans la vie pour voir quand un film, la lumière se rallume, quand les gens vous disent c'est formidable et qu'on sent bien qu'en fait, ça leur a pas plu plus que ça, vous le sentez dans la salle. Là, ce qu'on a senti, c'est qu'ils ont ri, ils sont rentrés dedans. Ils étaient par moments hallucinés par certains plans qui étaient un peu fous et qui disaient ah oui, vous nous aviez promis ce plan-là, on l'avait vu en maquette avec les fils partout, là, avec les effets spéciaux, ça rend super, plus les musiques et tout. Donc en fait, on les a sentis un peu, émus, comme parce qu'ils voyaient, voilà, c'est le travail d'une vie aussi. C'est une de ses premières œuvres de jeunesse. Il a beaucoup souffert sur cette œuvre. Il a un rapport ambigu à cette œuvre parce qu'il a un rapport, c'est à la fois ce qui l'a rendu célèbre et ce qui lui a amené beaucoup de choses, et en même temps c'est ses premières années, c'est les moments où il était loin de sa ville de naissance, et donc il était tout seul à Tokyo, c'était compliqué pour lui, donc en fait il a un rapport un peu ambivalent à la série, donc le sentir voir ça à son âge, ému et tout, moi vraiment ça m'a vraiment, j'étais très très ému de vivre ce moment-là et très fier, et après il nous emmène dans un restaurant tombé par terre, quoi. Donc, et ce qui est bien, c'est que votre œuvre, en tous les cas, elle permet d'avoir une vision plus, on l'a dit, c'est réaliste, certes, mais une vraie vision de l'univers de Cat Size. C'est-à-dire qu'avant, tout ce qui était fait au Japon, soit en film ou le fameux téléfilm, c'était complètement excusez-moi du terme, what the. Alors, on peut l'aborder. Ouais. On peut l'aborder. Effectivement, en termes d'adaptation, Cat Size a eu 2 adaptations. Un téléfilm de 88 qui est introuvable, très compliqué à voir parce que j'aurais bien la voir pour en parler, mais impossible. Il y a juste des extraits par-ci par-là. Et celui-là de 97, le fameux film qui fait plus Catwoman que Cat Size, qui malheureusement n'est pas sorti non plus en France, mais qui est trouvable dans les
milieu Tout obscur, menton. voilà, pour voir ce que ça donne. Voilà, et la vôtre, que vous nous avez proposée donc l'année dernière en 2024, qui est pour moi la meilleure adaptation sur Cat Size, avec votre propre vision, et qui nous raconte l'histoire des Cat Size françaises. Ça, je le rappelle encore une fois, lorsque j'ai dit dans les reviews. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que les Japonais, vu qu'on a eu City Hunter Netflix, qui lui était déjà en gestation pendant que Lachaud faisait son Nicky Larson, est-ce qu'ils vont faire aussi maintenant leur Cat Size japonais cette fois-ci? On verra. La réponse. En s'inspirant des Français, on sait pas, on verra bien. Donc, je sais pas s'ils le feront. Tant qu'on continue, je crois qu'ils peuvent pas. même eux, c'est ils peuvent non, pas. ouais. Même eux, ils peuvent pas. Pardon, je dis des bêtises. En fait, D'accord. il y a une version asiatique est possible en parallèle de la nôtre. D'accord, ok. Parce que vous avez les droits pendant une durée. Monde. Voilà, pendant une durée limitée. Alors, je sais Voilà. pas le détail en tête, Mais eux, de leur côté, ils peuvent la faire. Ouais, ils pourraient en faire une. Après, et d'ailleurs, leur version de Nicky Larson, moi j'ai adoré. Mais oui. Je trouve que c'est super. Elle est C'est le meilleur. Franchement, elle est ouf, quoi. Elle est démente. L'acteur, il est génial. Ryuhei Suzuki, parfait. Parfait. Ouais, il est dément, là, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien joué. Bon, Laura est pas ouf. On n'est pas d'accord là. Moi, je préfère Elodie Fontan. Voilà, franchement, dans le. En fait, il faut comprendre. La Laura d'Elodie Fontan dans celui-là, le film, je lui mettais. Attention. Je vais donner ma version de. Enfin, il y en a qui n'ont pas apprécié le personnage de Kaori Makimura, interprété par Misato Morita. En fait, moi, je le vois comme ça. Peut-être que je me trompe. En fait, c'est plus une version qu'on voit. Alors, pour ceux qui ont lu le manga, ça se trouve pas dans la série animée. Dans le manga, il y a un chapitre où on voit sa première rencontre avec Ryo Saiba, sa vraie première rencontre. Et pour moi, c'est cette Kaori Sugar Boy, qui est le surnom que lui donnait Ryo dans ce chapitre, qu'on voit dans ce film Netflix. Pour moi, c'est ça. C'est dans les histoires courtes de Tsukasa? Non, c'est dans les derniers chapitres, dans les derniers volumes. Quand il y a l'arrivée d'un certain personnage qui s'appelle Mikangel, qu'on n'a jamais vu dans la série animée, qui n'a jamais été adapté. Peut-être que dans la suite de City Hunter Angel 2, ça sera le cas, on ne sait pas. Mais voilà, pour moi, c'est ma vision, c'est que cette Kaori, c'est cette inspiration de ce Sugar Boy. C'est pour ça que ça correspond pas forcément à ce qu'on a vu avec Elodie Fontan, où c'est plus la version animée qui était. Était la version animée, mais moi j'ai trouvé que c'était une version qui était un personnage que je trouvais d'une modernité, qui avait une force féminine qui était très forte. Je trouvais exactement. Que le Nikki japonais était fantastique et très proche de ce que moi j'imaginais en énergie. Après j'ai trouvé c'est autre chose que ce qu'a proposé Philippe Lachaud, mais j'ai adoré cette version. Franchement, j'ai trouvé cette version canon, quoi. Sachez qu'il y en a qui préfèrent celui de Jackie Chan, mais là je les comprends pas. Ouais, mais ça c'est pour Jackie les gars, Chan, là je sais pas où vous allez, mais moi j'ai rien de Nicky Larson. Même Suga Shaojo, il avait dit de toute façon, quand il a donné le truc à Jackie Chan, il s'est dit bon, au pire des cas, ce sera un mauvais Nicky Larson, mais ce sera toujours un Jackie Chan. En tout cas, je veux bien en parler avec lui si vous avez son numéro, il n'y a pas de souci, je l'appelle en Obigi, il n'y a pas de souci. C'est Jackie Chan ou Tsukasa Ojo. Alors pour revenir peut-être sur les mini choses qui n'étaient pas appréciées sur cette série, du coup, qu'est-ce que moi, dans les reviews, je parlais en fait d'un problème de rythme. Mais moi, c'est mon point de vue. Mais vous, en montage, dans ce que vous faites, comment est-ce que vous percevez ça? Quand je dis qu'il y a pour moi une sorte de problème de rythme, c'est-à-dire de longueur. Le rythme, pour moi, c'est plutôt qu'il y a des longueurs en fait. Alors, je les partage pas en fait, sinon. D'accord. Non, mais je sais. C'est pour ça que j'aimerais bien votre point de vue en fait. Nous, on les partage pas parce qu'on était dedans et qu'on a l'impression d'avoir coupé beaucoup de choses et resserré pour garder du rythme. Après, on a conscience d'un truc. Je pense qu'on a fait des épisodes en saison 1 pour du 52 beaucoup trop long. Je pense qu'on était long. On avait des histoires très complexes, beaucoup de choses à raconter. Et avec le recul, j'ai l'impression qu'on a fait des épisodes un peu longs. Et quand il y a de la longueur, quand on fait des épisodes d'1 heure, moi le premier, quand je faisais d'1 heure, des fois j'avais une sensation de bon, c'est un peu long. Voilà, D'accord. Peut-être que nous, mais nous, sur l'épisode de la Tour Eiffel, le seul où je me dis on s'est fait un peu plaisir, c'est l'ascension de la Tour Eiffel. Peut-être ça lui manque un peu de péripéties une fois qu'elle a passé l'ascenseur. Ouais, j'ai le sentiment que les épisodes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ils ont le rythme qu'ils doivent avoir dans ce qu'ils racontent. D'accord. Alors, je coupe à peu près 10-15 minutes par ours. Et moi, c'est la version que je propose. Alors peut-être qu'avec du recul, parfois, quand je la revois 1 an, 2 ans après, j'y vois pas forcément ce que j'ai voulu faire, mais ce que ça est vraiment.
Mais Yann n'est pas d'accord avec moi. Hein. Par exemple, par rapport au film que j'ai fait avant, Les Combattantes, on parle de rythme et de points de montage. Il y a beaucoup plus de points de montage, si c'est pas le double, je me demande sur Cat Size que sur une autre série. Mais encore une fois, Yann, par exemple, n'est pas d'accord avec moi. Voilà, moi, j'ai pas trouvé ce rip. Voilà, il était parfait pour moi, il n'y a pas de souci. Les films, c'est subjectif. Il n'y a pas de vérité, en fait. Moi, c'est sûr que j'ai pas trouvé ça chiant, sinon j'aurais pas été. Ah si, il y a un passage que j'ai trouvé, c'est la chanson, le karaoké. Voilà. Ah si, moi j'aime beaucoup, tu vois la différence. C'était trop long. Alors il y a eu un débat, TF1 voulait couper aussi un peu, nous avait dit c'est peut-être un peu long, enfin ils se font poser la question, ils trouvaient ça peut-être un peu long. Après, moi je trouvais que quand on coupait la chanson, en fait il manquait la chanson, c'est-à-dire qu'on a essayé de couper la chanson. Et en fait vous voyez qu'on coupait la chanson, et je trouvais ça dommage de pas aller au bout du truc, de pas faire les gens sur les tables qui dansent et les machins. Et donc quand on respecte la chanson, la chanson c'est la chanson, on peut pas la couper. D'accord. Et encore si on l'a réarrangé, c'est-à-dire qu'on a on l'a un peu réarrangé, mais au tournage, il y a des refrains qu'on a enlevés, on l'a un peu raccourci, mais il fallait les rendre en réel puisque cette chanson narrativement servait à ce que les sœurs se réconcilient. Oui, se ressoudent. Donc, ça aurait été bizarre de couper, elles sont en train de chanter puis après se prennent dans les bras. On n'allait pas au bout du truc. Elle est au bout du truc. Ouais, voilà. Et voilà, moi je l'ai trouvé. Bien l'humain en fait. J'ai trouvé ce passage long, j'ai dit, bon, allez, Rabbi Bochet, vous, c'est bon. Et puis en vrai, c'est vrai qu'autour de nous, c'est une chanson qui est très populaire, qui plaît beaucoup. Et moi, je voyais que autour de moi, j'écoutais la chanson quand on a choisi cette chanson. C'est une chanson canon en fait. Donc on s'est dit, elle est feel good, c'est un beau moment de réconciliation. Émotionnellement, on trouvait que ça sonnait juste. Et Alexandre, comme moi, on a toujours dit maintenant il faut la mettre en tout cas dans l'intégralité de ce qu'on avait prévu, et donc on a pu aller au bout de ce qu'on avait prévu et on en est très content. Après je peux comprendre que des gens qui au bout d'un moment se disent bon c'est bon, allez, on passe à la suite. Bon voilà. Et Yann Cousin, est-ce que tu aimes Céline Dion? Oui, il n'y a pas de souci, il y a des titres que j'aime bien de la chanteuse. Celui-ci, est-ce que tu l'écoutes chez toi? Non, je suis plus japonais que... C'est peut-être pour ça que... Mais je suis Je suis pas un fan, c'est pas la musique que j'ai... Non, mais il adore Maria Carré. Hein, non, mais par exemple, je te donne un exemple, si on avait fait Mysterious Girl en entier, si on l'avait coupé, est-ce que tu n'aurais pas dit ils ont coupé Mysterious Girl? Joker, et on va pouvoir passer à la suite de cette interview. Et on arrive à la dernière partie de cette interview qui est fort passionnante. Je ne sais pas combien de temps ça va faire. Parce que je pense qu'on va saouler les gens avec ça. Mais non, je ne pense pas. Et donc, on va aborder le futur, sans forcément trop en dire, évidemment. Première question, parce que c'est souvent revenu dans les tweets, les publications Facebook et tout ça. Il y en a qui ont imaginé ce qu'on appelle un crossover. Alors, est-ce que vous envisagez un croisement avec un autre œuvre de Tsukasa Ojo comme City Hunter? Parce qu'il y en a qui sont imaginés. Ah bah tiens, Philippe Lachaud pourrait intervenir en tant que Nicky Larson dans la série. Bah oui, mais attends, il y a Lily Fontan qui fait déjà Laura, elle pourra pas faire Prudence en même temps. Enfin bref, est-ce que vous avez envisagé ça? Alors moi j'ai ma réponse, hein. C'est pas les mêmes univers pour moi, donc déjà. Non, c'est pas vraiment les mêmes univers, c'est très complexe en termes de droit et de choses comme ça, donc je risque de décevoir des gens, mais je vais pas faire de promesses, voilà. J'ai pas envie de dire Joker pour faire mousser le truc, c'est pas au programme. Mais voilà, vous avez la réponse. Je vais être très franc, c'est pas au programme. Il n'y a pas de crossover. Il dit ça, mais en vrai, il y aura peut-être un truc. Qui voilà, le vrai du faux. Les entraîneurs de foot, quand ils disent qu'ils vont pas être virés, en fait, c'est bon, ils sont virés, vous allez voir. C'est connu. Non, en vrai, ça pose en effet toutes les questions dont tu parles. Déjà, c'est pas les mêmes univers. C'est difficilement compatible et on a tellement de choses déjà à résoudre si on fait une saison 2 que rajouter Nicky Larson là-dedans, qui lui-même est un personnage qui mériterait sa propre série et son propre truc, je pense que c'est trop compliqué. Vous savez, il y a Rio qui marche sur un pont dans Ladybug, Miraculous. Donc, ah oui, il y a Nicky Larson qui marche. Non, mais faire un clin d'œil, c'est pas peut-être un jour, mais il y a une différence entre faire un clin d'œil et prendre des droits et développer un truc où là, c'est un gros besoin. Parce qu'un univers, ça s'accorde. On pourrait faire rentrer Nicky Larson dans l'autre ou les filles dans ça dans le film. Oui. Benji, c'est que c'est compliqué. On est d'accord. Simplement, en fait. C'est l'œuvre majeure de Tsukasa Ojo. On est d'accord, c'est ce que j'avais dit, de toute façon, que ça ne pouvait pas s'accorder les univers parce qu'il y a un côté un peu plus réaliste.
Le Nicky Larson de la show est un peu plus dans le délire et tout. Après, peut-être qu'il y a celui-là du City Internet Netflix. Mais bon, c'est pareil, ça coûte des sous-sous. Mais bon. Non, mais on aurait pu en effet faire croiser à un moment donné Nicky Larson. On pourrait à un moment donné faire rentrer le personnage de Nicky Larson dans Cat Size. Mais ça pose énormément de questions. Là, je rentre pas dans les trucs techniques. Ça fait beaucoup pour un petit moment, quoi. Un petit clin d'œil. Ouais. Boulot pour pas grand-chose, en final. Autre question. Autre question, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question dans les commentaires et je ne sais pas quoi répondre. Est-ce qu'il est prévu une édition physique de la série ? Ah oui, en Blu-ray. Ah, j'aimerais bien savoir ça. Il faut appeler TF1. moi, je la veux parce bien qu'il y en a qui aimeraient la voir en physique. J'ai eu la question plusieurs fois. Donc je pose la question au nom de ces personnes-là. Eh ben, je sais même pas. J'avoue que je sais pas. En fait, c'est pas nous. C'est pas nous qui distribuons la série. Nous, on est le producteur. Donc on a les droits et on fabrique la série. Et après, on a un distributeur, c'est Newen, la société Newen, qui appartient au groupe TF1, qui fait la distribution de la série, donc qui la vend dans le monde entier, et qui s'occupe de la commercialiser. Peut-être que Newen, un jour, a prévu une sortie DVD ou Blu-ray ou je sais pas quoi, mais j'avoue, j'en ai jamais parlé avec eux. Bah voilà, il y en a. Sachez, à remonter, parce qu'il y en a, ils aimeraient l'avoir en fait dans leur vidéothèque. Moi, perso, bien aussi. Voilà. Bien aussi. C'est cool. Il y aurait l'édition combo, l'édition collector, ultra 4K, ultra HD. Donc voilà, la question a été posée. Vous avez pas de réponse précise, mais peut-être dans le futur. J'ai pas la réponse. Et en plus, il doit y avoir une certaine exclusivité avec Amazon Prime. Donc, oui, on oublie. Qui dure qu'un temps, je sais plus combien c'est, mais ça dure qu'un temps. Après, ça d'accord, ok. D'accord. C'est une fenêtre de tir qu'ils ont pendant un temps. D'accord, ok. Autre question, et je viens de la perdre. Ah oui, c'était pour l'édition physique. Je prends l'exemple d'une série qui s'appelle Cold Case, qui n'existe pas en physique à cause des musiques. Donc dans votre cas, vous avez utilisé donc les musiques comme on l'a abordé tout à l'heure dans l'interview. Donc est-ce que c'était aussi une contrainte pour la sortir? Ça, ce serait pas une contrainte. Ce sera juste pas en termes de prévision de vente, mais c'est pas une contrainte. Nous, physiquement, on a les droits pour sortir la musique comme on veut. On a vraiment prévu, justement, quand on fait une série comme ça qui a vocation à être mondialement exploitée, on est couvert là-dessus. Ce qui n'est pas le cas de Cold Case, malheureusement. Cette série utilise beaucoup de titres musicaux et ça coûte trop cher, comme ils l'ont dit dans certaines interviews. Ça sert à rien. Ce qui est marrant, c'est que ce problème-là, c'est que pour l'édition physique. Par contre, en streaming, t'as pas ce problème-là. Dans la Cold Case que j'ai commencé à regarder, les chansons, ils sont toujours. Oui, ça dépend des droits. Ça dépend de la syndication, ça dépend des droits. Ça dépend de la Par contre, oui, des séries japonaises un peu plus anciennes, début 2000, qui sont ressorties aux États-Unis, ils ont enlevé des openings, des endings pour des questions de droit, en fait, aussi. Donc, ils ont mis des musiques à la place sur les openings. C'est un peu plus bizarre, mais bon. Et on arrive à la dernière question de cette interview. Cat Size saison 2. Vous répondez comme vous voulez. Mais est-ce qu'on peut envisager l'intervention de certains personnages qui existent dans le manga? Voilà. Alors, je donnerai aucune indication sur ce qui se passe très potentiellement si on faisait une saison 2. Nous, on y travaille activement avec Alexandre et on espère que cette saison 2 verra le jour un jour. On est comme le public. On a envie de continuer à voir la vie de nos personnages, mais ça dépend pas de nous. Donc on verra plus tard. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que la série, pour l'instant, elle est sortie en France cet automne. Elle va être exploitée tout 2025 dans le monde entier. D'accord. Elle va sortir à différentes dates. Elle va sortir au Japon au printemps, sans doute, en tout cas avant l'été, je crois. Elle va sortir en Amérique du Sud, elle va sortir en Italie, elle va sortir en Allemagne. Il y a plein d'autres pays qui sont en discussion avec le groupe Newen pour l'acquérir en ce moment. Donc je pense qu'à la fin 2025, déjà, on aura une espèce de vision globale de là où elle est sortie et quelle a été sa réception. En parallèle, évidemment, nous, on est en discussion avec TF1, compte tenu du succès, sur prolonger l'aventure. À ce stade, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, vous n'en saurez pas plus. Mais nous, en off, on ne sait pas ce qu'on a eu. Donc, mais je plaisante. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est une série qui... On a gagné le prix de la Pro Cirep à la fin de l'année dernière. C'est le prix qui récompense au niveau des ventes internationales. C'est la série qui s'est le plus vendue l'année dernière, série française qui s'est le plus vendue dans le monde. Eh bah, félicitations. Donc déjà, en termes de pour le groupe TF1 et pour nous tous, c'est super. C'est une super nouvelle. Ça veut dire que la série, au-delà du public français, a séduit beaucoup d'acheteurs étrangers qui jugent que la série a un gros potentiel pour leur public. Après, je ne sais pas si ce public va tweeter
avec frénésie en disant n'aime pas, ou si au contraire se laissera conquérir par les histoires de nos. Mais on confirme bien qu'il y a eu, elles ont signé pour 3 saisons. C'est ce qui a été dit un peu partout dans les interviews. Oui, tout à fait. Elles ont signé pour plusieurs saisons, tout à fait. Ok. Allez, une petite question bonus. Ah bon? Mais je viens de la perdre. C'est pas grave. Donc on va conclure, puis je vous laisse la parole. Alexandre, qu'est-ce que tu veux rajouter? Alors oui, si, la question, ça y est, elle me revient. Alors. Est-ce qu'il y a des futurs mangas, comics que vous aimeriez adapter avec Big Bang Story, quoi? Je sais pas. Est-ce que Akira, par exemple, qu'on en parlait en off tout à l'heure? Parce qu'il est derrière. Non, mais Akira, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. On a parlé tout à l'heure en off de est-ce que c'est une bonne idée de tout adapter? Non, je ne pense pas. Il y a des trucs qu'on ne peut pas adapter, c'est compliqué. C'est comme voilà, il y a des choses qui sont bizarres à adapter en live. Et oui, on est en discussion sur d'autres types de mangas. Juliette, je t'aime. C'est très adaptable. Alors, Maison Ikoku, c'est très adaptable. J'adore, moi, personnellement. Bah oui, moi aussi. Et voilà, c'est magnifique. Mais je citerai pas de titres comme ça. Mais bah il y a oui, mais non. titres, en tout cas, on aura la surprise. Voilà. Il y a plein de titres au Japon qui sont adaptables. Évidemment, Cat Size nous a permis de rencontrer plein de gens là-bas, de faire des belles rencontres, d'avoir des discussions très encourageantes sur d'autres choses. Après, comme pour Cat Size, chaque projet est différent. Chaque projet est une aventure humaine et artistique avant tout. Oui. Avec les artistes japonais, c'est des gens qui respectent énormément leurs artistes. Et leurs artistes passent tellement de temps à travailler sur leurs œuvres que c'est normal ils donnent pas les choses facilement comme ça. Parfois, c'est l'œuvre d'une vie. Exactement, et je le respecte complètement et je suis toujours touché quand ils acceptent d'engager une discussion avec nous sur justement une possible adaptation, de nous confier leur bébé pour en faire quelque chose, parce que c'est pas simple. On voit le temps qu'on y a passé demain. Si demain quelqu'un nous dit je vais prendre ta série, je vais en faire quelque chose, je serai le premier à faire attends, tu veux faire quoi? On a passé des années dessus, on a bossé comme un fou avec Alex. Si tu veux m'en faire de ta série. Et surtout faire bien les choses, surtout les bien faire. Oui. Pas en faire coucou Dragon Ball Evolution. Ça c'est un bon exemple, mais ça c'est un très bon exemple. Mais en fait, c'est là devient ce qu'on appelle les haters. Oui, ça part de là en fait. Ils ont tous peut-être de Ken le survivant. Ils ont ce trauma de Dragon Ball Evolution. Oui. Pour ceux qui ont la ref, bien sûr. Bah oui. C'est comme très vieux. C'est italien en plus, c'est un film italien au départ. Non, même pas. C'est américain. Non, le Hokuto no Ken original là, oui, avec Gary Daniels. Gary Daniels, c'est américain. Je sais pas pourquoi je voyais ça, je crois que c'était un truc italien. Parce que les Italiens sont des fous. Italiens, ils ont fait plus du fan film avec Lupin. Ça c'est. Et la série Lucie l'amour rock'n'roll en live. Et oui, avec Christina D'Avena dans le rôle de Lucie. Qui a donné, même si Monsieur Abbé ne veut pas le dire, ce qui a donné Hélène et les garçons. Mais bon, c'est une histoire. Oui. Selon Jean-Luc Azoulay. Oui, c'est vrai, il y a il y a de l'ADN dedans. Il y a quand même une belle ressemblance. C'est vrai. Et ben voilà, on va conclure cette interview. Un dernier mot, Alexandre? Merci de nous avoir accueillis, c'était chouette. Il t'en allait dormir. Ouais, pas mal cette semaine. On s'est fait une bonne grosse semaine avec Benji là. C'est vrai que. Ouais. Ben, merci d'être resté avec nous pour si longtemps du coup. Merci à vous de votre accueil en tout cas, c'était très sympathique chouette. Franchement. Bah, franchement, ça fait plaisir de vous avoir reçu sur la chaîne. Mockery Times. De quoi vous parlez, c'est chouette. C'est un peu normal, je me revendique quand même spécialisé au jeu City Hunter, faut bien que je sache de quoi je parle, sinon je suis attendu par les fans aussi. Oui, mais c'est voilà, on sent votre passion communicative et positive, et je trouve que c'est super, ce que je trouve bien, c'est de partageons cette passion commune qu'on a, et c'est... c'est le but. Voilà, c'est le but. Ouais, c'est ça qui est fun. C'est pas le slogan de TF1, partageons les ondes positives. À l'époque, ouais, mais j'avais trouvé ça très bien, parce que je trouve que c'est un peu ce dont on a besoin à notre époque, c'est partageons les belles choses. Et voilà, il y a des gens qui... Le Japon nous offre des choses, des œuvres incroyables, on en fait quelque chose. Et puis nous, on a vécu des belles aventures grâce à eux. Moi, j'ai grandi devant quand j'étais gamin. J'ai eu cette chance de pouvoir produire cette série avec Alex. C'était un rêve d'adulte. C'était magnifique, quoi. C'était vraiment une aventure incroyable pour ça, et puis ça m'a en plus de ça amené à visiter tous les monuments de Paris de manière exceptionnelle. Donc rétrospectivement, c'était une aventure incroyable. Donc merci Tsukasa Ojo pour tout ça. Et oui, merci Maître Ojo. Bah oui, non mais avant tout, parce que c'est lui qui nous a fait rêver quand on était gamin, et qui fait qu'on est encore là à discuter
Est-ce que Quentin devrait être comme ci ou comme ça? Est-ce que Tam devrait être comme ci ou comme ça? C'est dingue quand on y pense. Le gars, il a fait un truc qu'on a vu quand on était gamin, quoi. Et oui, il faut. Ouais, voilà. On est d'accord. Alexandre, je crois que tu voulais dire quelque chose, mais t'as été coupé par Benjamin. On coupe souvent. Hein. Je suis bavard. Je suis le roi. Hein. Et là, il peut vous dire, je suis sage. Non, mais là, il est mort. Oui, ça se voit. Les petits yeux, là, oui, comme moi, d'ailleurs. Je vous écoute, vous êtes plus au fait et passionné du sujet, c'est pour ça que c'est chouette que Benji soit là. Voilà, ça coûte cher, hein, tout ce que j'ai derrière. J'ai beaucoup de choses sur tout ce qui est au jeu. Quand t'es au bureau, t'aurais vu mon bureau de geek aussi. Oui. Eh ben, tu m'invites quand tu veux. Ce que je te disais, c'est restons en contact. Donc, merci d'avoir suivi cette interview qui a été, je pense, assez longue. Ça, je le verrai au montage. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube Mockery Times. Et à bientôt, les hunters. Salut!